Chers auditeurs, bonsoir et bienvenue sur Méridien Zéro. Gérard Vaudan, richement accompagné ce soir, chers auditeurs. J'ai la joie d'avoir à ma droite Maurice Gendre. Bonsoir Maurice. Bonsoir à tous. Et à ma gauche, Thibaut Philippe. Bonsoir mon cher Thibaut. Bonsoir. Alors, chers auditeurs, ce soir, une émission de Méridien Zéro consacrée au Tavistock, à l'Institut Tavistock. Alors, chers auditeurs, non, le Tavistock n'est pas un cousin du Gaviscon, n'est-ce pas, mon cher Maurice? Ce n'est pas un médicament. En même temps, lorsque vous nous avez proposé, mon cher Thibaut et mon cher Maurice, de dérouler une émission sur le Tavistock, je vous avoue qu'immédiatement, je me suis rué sur cet horrible Google, ce fantastique moteur de recherche, et j'ai tapé Tavistock parce que je dois l'avouer, chers auditeurs, je ne savais pas, chers invités également, je ne savais pas ce qu'était le Tavistock. Donc, nous allons tenter pendant ces quelques 120 minutes, entrecoupées de quelques pauses musicales fort sympathiques choisies par nos invités. Thibaut dédicacera particulièrement la dernière. Vous comprendrez quand vous l'entendrez, chers auditeurs. Toujours est-il que pendant ces quelques 2 heures que nous allons être ensemble, eh bien, nos invités vont nous faire découvrir ce Tavistock, cet institut qui finalement oriente nos vies, nos sociétés, si j'ai bien compris, depuis plus d'un siècle. C'est bien ça. 1913 en fait. Depuis 1913 maintenant. Alors Maurice, c'est vous qui êtes à la barre de cette émission finalement. Hein, vous allez nous passer à la moulinette notre ami Thibaut, qui lui est un spécialiste du Tavistock. Alors on dit comment, un Tavistockien, un Tavistockiste? Le Tavistockien, c'est plutôt celui qui bosse, donc je dirais que Thibaut, c'est plutôt le Tavistockiste, ouais, c'est ça. Non, alors bon, Thibaut, tu nous disais que oui, ça remonte à 1913, mais ce dont tu vas commencer à parler, la création de la clinique, elle date de 1920 et elle a été créée à Londres par un certain Herbrand Arthur Russell, qui était duc de Bedford, marquis de Tavistock. Alors, vous parlez de clinique, là, mais ouais. Moi j'étais parti sur l'institut. Alors, Ouais. pourquoi une clinique? Commençons par le début. Alors, la clinique, c'est au départ, en fait, c'est un département psychologique de l'armée britannique. Et on étudie les effets traumatiques causés par les bombardements au sein de l'armée du Royaume-Uni lors de la Première Guerre mondiale. Donc ça, au début, effectivement, c'était une clinique. Et en fait, ça devient un institut, simplement en 1947, avec, donc c'est là qu'on commence à rentrer dans le vif du sujet, avec les fonds Rockefeller. Et là, je donne la parole à Thibaut qui vous en dira un peu plus et plus en détail. Alors, par contre, si je ne m'abuse, si on parle de clinique, c'est plutôt sympathique ça. Donc on a des docteurs qui rendent service. On est dans la démarche humaniste. On rend service là, non, Thibaut? En fait, il y a déjà tout qui est dit dans les films hollywoodiens, dans certains films hollywoodiens qui en parlent, c'est-à-dire les films sur les savants complètement fêlés qui lobotomisent les gens, qui font des chocs, donc des chocs, des expériences, voilà. Tout est dit déjà. Il suffit de se rapporter au film qui s'appelle Un crime dans la tête de Jonathan Demme avec Denzel Washington pour voir un petit peu ce qui est dedans. Il y a un film très second degré qui s'appelle Les chefs du Pentagone. Très intéressant, c'est que le film de Domi dont est en train de parler Thibaut à l'instant, si mon souvenir est exact, le titre en VO est The Manchurian Candidate. Voilà, c'est un remake. Et en fait, j'invite vos auditeurs qui ne sauraient pas ce que c'est qu'un Manchurian Candidate à aller jeter un œil. Vous verrez déjà, ça va les éclairer. C'est un truc chinois? C'est un clin d'œil, mais c'est pas exactement chinois, on va dire, sur la réflexion. Mais en tout cas, ce qui est évident, c'est qu'effectivement, Les chefs du Pentagone, qui est un autre film qui traite expressément du sujet dont on va parler ce soir, est présenté sous la forme d'une comédie. Et en fait, c'est un film très très sérieux et très grave en fait. Sur le sujet dont il parle, quoi. Le réalisateur annonce d'ailleurs au début que les faits rapportés dans ce film sont plus vrais qu'il n'y paraît. Il laisse un paquet de petits indices durant tout le film. On reviendra sur le projet MK Monarch. On voit un moment un papillon MK Monarch se poser sur la main de George Clooney. Ça fait allusion à l'Institut Esalen sans le mentionner. Et puis ça fait par contre clairement allusion, puisqu'il est mentionné au programme MK Ultra, sur le conditionnement et le lavage de cerveau. Alors moi j'ai vu récemment Un crime dans la tête avec Denzel Washington. Ouais. C'est plutôt un film fort sympathique, bien joué, etc. Il est vraiment extraordinaire. C'est l'histoire d'un officier américain. Alors c'est quoi en Irak, hein, ça doit être. C'est ça. Il me semble que c'est ça. Oui.
Et donc, comment dire, très rapidement, bon, il revient du front. Ils sont tout, enfin, il y a eu sa section a été laminée, et puis il y a toute l'histoire qui tourne autour d'un des survivants qui est présenté comme un héros et qui est présidentiable en fait, Ouais, c'est ça. et dirigé par sa mère, Ouais. qui est Glenn Rose, si je dis pas des bêtises. Ouais, je me rappelle pas en fait exactement, mais en fait c'est le thème du film, c'est sur les fausses mémoires, les mémoires implantées, les phénomènes, mais on va revenir dessus quand on va dérouler, quand on va arriver au MK Ultra, au MK Monarch de Tavistock. L'idée c'est de créer, en fait on a ce qu'on appelle des patterns, des structures comportementales, et l'idée en créant des traumatismes, de la lobotomie, des traitements de choc, c'est de faire ce qu'on appelle du dépatterning, c'est-à-dire détruire les structures comportementales et recréer par-dessus, c'est-à-dire un peu comme on vide le disque dur d'un ordinateur. Ensuite, on va implanter la mémoire qu'on veut. Ça a été notamment facilité par les utilisations du LSD durant les années 60, ce qu'a fait Tavistock, puis c'était eux qui étaient à la barre avec la CIA. Et ensuite, on va créer des fausses mémoires et on va obtenir des comportements voulus. Voilà. Les plus connus du grand public, les électrochocs. Par exemple, il y a une scène assez fameuse et assez impressionnante dans Requiem for a Dream de Darren Aronofsky, avec Ellen Bernstein à la fin qui reçoit des électrochocs. Bon, il y a une référence à ça aussi dans les travaux de Naomi Klein sur la stratégie du choc, etc. Effectivement, il y a eu des travaux de ce type. En fait, ce qu'il faut voir en fait dans les travaux de Tavistock, c'est que l'utilisation du trauma en fait a pour but, on pourrait dire, de déprogrammer l'individu. Voilà. C'est exactement ce que disait Thibaut avec le phénomène de la pattern en fait. Voilà, ça. Non, en fait, c'est qu'un des aspects, c'est-à-dire que ça arrivait à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, après les conférences Messi sur la cybernétique, donc on avait déjà parlé précédemment. Mais au départ, non. Bah, j'y reviendrai ensuite parce que je vais essayer de dérouler un peu chronologiquement pour pas perdre l'auditeur. On va revenir déjà avant la clinique, à l'époque où ça s'appelait Wellington House, où en fait c'était au sein de Wellington House. Mais déjà, si pour l'auditeur qui connaît pas l'Institut Tavistock, il y a deux choses à retenir. C'est ce que dit John Coleman, donc qui est un ancien du MI6, qui est le premier à avoir révélé son existence en 69 aux États-Unis. Il y a deux choses à retenir. C'est considéré comme la mère de tous les think tanks. Il possède aujourd'hui, en tout cas en 1989, le réseau de Tavistock avait 10 à 20 institutions majeures, on reviendra dessus, 400 à 500 de taille moyenne et 500 satellites autour, ce qui représente des dizaines de milliers d'employés de Tavistock, alors qu'ils ont commencé à peut-être quelques dizaines ou même moins que ça. Donc il y a ça. Et ensuite, ce qu'il faut retenir, surtout, c'est que cet institut mène une guerre à la civilisation occidentale depuis plus d'un siècle. Tout ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire en passant par mai 68, les jeux vidéo, ou même parfois certaines fiertés régionalistes qui sont exacerbées, sont des structures comportementales qui ont été exacerbées par l'Institut Tavistock, par divers phénomènes de manipulation. Voilà. Ensuite, pourquoi ça a été créé? Ça a été créé par des sociétés maçonniques déjà. C'était créé par le groupe de Milner, le groupe de Milner a créé la table ronde et une autre organisation qui s'appelle le RIIA, donc il me semble que c'est Chatham House, l'autre nom, c'est ça? C'est l'autre nom, ouais, Chatham House. Donc, l'Institut Royal des Affaires internationales. Et donc Wellington House se trouvait au sein du Foreign Office, donc le département des Affaires étrangères en Angleterre. Et en fait, Charles Masterman, qui avait été nommé chef de ce centre, l'avait créé sur ordre d'autres personnes du groupe de Milner comme Lord Northcliffe ou Arnold Toynbee, qui étaient aussi des francs-maçons très haut placés, des 33 degrés et 3e degré, il me semble, pour transformer en fait l'opinion du peuple anglais, qui ne voulait pas la guerre contre l'Allemagne. Et on se souvient ce qu'avait écrit Pierre Hillard dans son rapport sur le mondialisme. La création du Bagdad Ban avait créé beaucoup de tensions entre l'Angleterre, enfin les mondialistes de l'Angleterre, et l'Allemagne. Enfin, surtout du point de vue de l'Angleterre, c'est ça. Et donc là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont aidé, en créant les premières campagnes d'opinion publique, à retourner l'opinion anglaise contre l'Allemagne, en diffamant en fait le Kaiser Wilhelm II, en le présentant comme un boucher sanguinaire, un peu comme on fait avec Poutine, Bachar al-Assad, Kadhafi, en fait avec tout le monde, Milosevic, depuis des dizaines et des dizaines d'années. Comme quoi les méthodes de l'Institut Tavistock marchent toujours aujourd'hui, et très bien. D'ailleurs avec Thibaut, on en a vu une illustration incroyable tout à l'heure sur Internet. Des extraits d'une émission de France 4, donc destinée aux enfants, qui s'appelle une minute, une question. Voilà, une minute, une question. Alors là, c'est un chef-d'œuvre de propagande et de lavage de cerveau pour jeunes enfants. C'est invraisemblable. C'est à voir. Hein. C'est ça.
Et donc ça c'est pour pousser à la guerre, ça s'est fait en plusieurs parties. Donc en 1914, il y a la déclaration de la guerre. Et Masterman, ce que fait Charles Masterman, il a recruté plusieurs auteurs, dont des francs-maçons comme Arthur Conan Doyle ou Rudyard Kipling, mais aussi Chesterton, et pour écrire un paquet de pamphlets. Et en tout, il y a eu plus de 1160 pamphlets qui ont été écrits durant la Première Guerre mondiale. Donc ce qui fait quand même une énorme propagande. Il y avait le Daily Mirror, je crois que c'est le Daily Mirror ou Daily Mail, c'est à vérifier, celui qui a été créé par le journal créé par Lord Northcliffe, qui envoyait de la propagande, donc un espèce de storytelling aux soldats britanniques sur le front en France. Donc c'était de la propagande grise, un mélange d'histoire, mais en même temps avec des faits réels. Donc c'était pour tromper. Et en 1915, ce qu'il fallait, c'était pousser les États-Unis à la guerre. Donc il y a eu ce qu'on a appelé le rapport Bryce, d'un brillant expert historien, il me semble, américain, qui a publié un livre qui rapportait les témoignages de 1200 témoins oculaires qui auraient vu la barbarie du Kaiser, des armées allemandes qui violaient les femmes sur la place du village, le Kaiser qui tranchait les bras des gamins ou qui tranchait les seins des femmes, enfin un paquet d'atrocités qui étaient fausses de A à Z. Mais des couveuses koweïtiennes. Ouais, c'est ça. Derrière les couveuses koweïtiennes, il y a un centre qui travaillait avec Tavistock qui s'appelait Hill and Knowlton, c'est ça, voilà. Et qui était payé $600,000 par cette opération par l'ambassadeur du Koweït, justement. Hill and Knowlton, d'ailleurs, si mes souvenirs sont exacts, qui est devenu ensuite Ogilvy. Et Ogilvy a assuré la campagne de Ségolène Royal en 2007, quand celle de Sarkozy, à la même époque, était assurée par le Boston Consulting Group. Voilà. Alors, je l'ai pas dit par contre, mais les financements de Wellington House venaient de Wall Street, venaient de Rothschild et venaient de la famille royale d'Angleterre. Voilà. Rockefeller a suivi ensuite, comme tu l'as dit tout à l'heure, quelques années après, mais au début c'était Rothschild et la famille royale d'Angleterre. Voilà. Et donc ce rapport Bryce a été traduit en 27 langues, c'est-à-dire que même les pays neutres ont été influencés par ce qu'il y a dedans, ils étaient complètement choqués. Et à partir de là, Wellington House s'est dit voilà, ils ont commencé à minimiser l'incertitude sur leur méthode et à se dire ça marche pas pour mobiliser l'opinion publique. Et ils sont aussi servis de l'industrie cinématographique, ils ont fait un film qui s'appelle Le Kaiser, la bête de Berlin. Et ils ont adapté un livre d'un ancien ambassadeur, je crois américain en Allemagne, et c'était mes 4 ans en Allemagne, My 4 Years in Germany, qui lui aussi c'est évidemment de la propagande là-dessus. Wilson a été élu en promettant qu'il n'irait pas faire la guerre à l'Allemagne. Mais disons que Wellington House avait une petite ramification aux États-Unis avec des gens qui sont déjà connus par certains auditeurs, qui sont Edward Bernays et Walter Lippmann, qui eux ont poussé Wilson à la guerre, notamment par l'influence dans la commission Krill. Donc la commission Krill qui a été créée en avril 1917, c'est quoi ? Elle a été dirigée par le journaliste George Krill. Et c'était pareil, façonner l'opinion, la retourner, puisque a priori les Américains n'avaient rien à cirer de ce qui se passait en Allemagne, et pour ensuite leur dire nous les Américains, nous allons participer à l'effort de guerre. Et on connaît cette affiche I want you for US Army de cette époque avec l'oncle Sam. C'est justement l'ancêtre de Tavistock, Wellington House, qui l'a créé. Il y avait également ce qu'on appelle mais ça peut être vérifié ça peut être vérifié en source ouverte, hein. Il y avait les 4-minute men, c'est-à-dire des gens qui pendant des assemblées se levaient et reprenait la propagande gouvernementale pour exhorter les civils à les combattre au bénéfice, croyait-il, de l'Amérique. Et voilà. Et en fait, la commission Krill, qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle a commencé à mettre en place des espèces de techniques de sondage, c'est-à-dire elle prenait les gens par l'émotionnel, donc par la décognition, et elle posait des questions après avoir soumis des éléments irrationnels, et ensuite elle disait alors qu'est-ce que vous en pensez ? C'est un petit peu comme on fait aujourd'hui, faut-il un Patriot Act à la française, après je suis Charlie. Voilà, c'est un petit peu les mêmes méthodes, et c'est à partir de là qu'ils ont commencé à systématiser justement ces choses-là. Oui, d'ailleurs Lippmann a écrit un ouvrage qui s'appelait Public Opinion, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. Et dans Public Opinion, qui a été écrit en 1922, qui est disponible en anglais sur Internet, où Lippmann, qui était membre de la société maçonnique Fabienne aussi, anglaise sur laquelle on reviendra,
il disait un peu comme Bernays dans Propaganda, hein, qui lui est disponible en français. Il étudiait comment on crée une volonté nationale, un esprit de groupe, un but social, comment ça se forme, comment les images se forment dans l'idée des gens. Il disait lui aussi qu'il fallait une organisation experte, mais un peu comme H.G. Wells dans La conspiration au grand jour en 27 ou 28, c'est-à-dire mettre en place un gouvernement d'experts, une espèce de gouvernement invisible, hein, comme disait déjà Bernays. Et comment en fait simplifier la réalité pour que les gens comprennent un petit peu ce qu'on leur dit, c'est-à-dire manipuler complètement le réel, créer ce qu'il appelait un pseudo-environnement, donc un environnement contrôlé, une fausse réalité, et ensuite altérer la perception des gens pour les diriger dans le sens voulu, et c'est ce qu'il appelle l'opinion publique. Voilà. Et il disait, nous assumerons que ce que chaque homme fait n'est pas basé sur une connaissance directe et certaine, mais sur des images faites par lui ou qui lui ont été données, pardon. Sans une certaine censure, la propagande au sens strict du mot est impossible. Donc c'est quand même assez explicite. Il terminait en disant que il y a certaines formes de pollution sonore, en fait toutes les formes de pollution sonore entraînent justement une décognition chez les sujets, c'est-à-dire une perte de conscience, une perte de raisonnement, et que ça les empêche de se concentrer et de réfléchir sur les sujets sérieux. Voilà. Alors j'avais une petite question là, parce que en vous écoutant Thibaut, je me dis, mais c'était uniquement à des fins politiques ou parce que bon, en général, quand les Américains sont derrière, il y a souvent des fins commerciales. Alors ils ont fait du pognon avec tout ça ou? Oui, mais en fait c'est pas les Américains, c'est les Britanniques. Enfin, oui, pardon. C'est le contrôle britannique des États-Unis. C'était d'ailleurs le nom du rapport de John Coleman en 69. C'est Tavistock, le contrôle britannique des États-Unis. Voilà, les États-Unis sont, on va dire, les laquais comme toujours. Bon, du moment qu'il y a moyen de faire un petit billet, hein, il y a toujours une possibilité. Donc oui, ils se sont fait du fric, évidemment, mais c'était pas ça le but. Ensuite, ça dépend comment on appréhende les choses. Si on voit tout sous les rapports économiques, on se dit s'il y a moyen de faire du pognon. Si on voit les rapports politiques, on se dit c'est à des fins de domination. Si on le voit par l'ésotérique, il y a encore d'autres rapports, puisque la société fabienne, qu'est-ce qu'elle voulait, c'était mettre en place la philosophie du Commonwealth. C'était, enfin, ce qui deviendra plus tard le Commonwealth, c'est-à-dire un espèce de nouvel ordre mondial sous gouvernement britannique, quoi. Un espèce de gouvernement qui faussement libéral, c'est-à-dire où à l'intérieur tout est atomisé, où on détruit toutes les cultures, où les gens sont interchangeables, un petit peu avec le projet citoyen du monde qu'a mis en place Tavistock à la fin des années 40, on reviendra dessus aussi, et avec l'UNESCO. Et au-dessus, c'est un espèce de gouvernement socialo-communiste fabien, où tout est contrôlé. Ouais, voilà. Le socialisme fabien, on pourrait le traduire par une tentative de synthèse en fait du socialisme et du capitalisme, qui régirait un monde global via une entité unique. Voilà, c'est ce qu'on pourra appeler le projet de gouvernement mondial, dont on peut se demander si on n'a pas vu l'ébauche lors de la manifestation du 11 janvier avec tous les dirigeants qui étaient réunis à côté du métro Voltaire. Dans la rue d'à côté, hein. Il y avait la plèbe d'un côté, il y avait la plèbe d'un côté, et puis il y avait l'élite de l'autre, gentiment, bras dessus, bras dessous. C'était une image assez fantastique d'ailleurs, hein, mais avec les belles images de premier plan, on se dit, waouh, la vache! Voilà ça. En tête de cortège. Alors, est-ce que le chemin pour Jérusalem commence par Paris, hein? Parce que d'après Jacques Attali, la capitale du gouvernement mondial, c'est Jérusalem, hein, donc. Bon, ouais, sinon, je sais pas, j'aurais vu Brest, moi, c'est sympa. Pour reprendre sur ce que tu disais sur est-ce que c'est économique, est-ce que c'est politique, on trouve quand même sur Internet pas mal de noms de clients de Tavistock. Donc il y a des contrats avec l'USAID, qui est une société écran de la CIA, tout simplement, la Bechtel et la Raytheon, qui sont des sociétés d'armement, de défense. Le groupe a développé des profils et a bossé de manière très proche, très étroite avec le club de Rome, donc les néo-malthusiens. Il y a le German Marshall Fund, la Fondation Rockefeller évidemment, le Bilderberg, le CFR, donc qui est une création américaine qui émane du RIA anglais, il me semble. La Banque des règlements internationaux, le FMI, la Banque mondiale, Boeing, British Petroleum, Microsoft, IBM, Kissinger Associates, puisque Henry Kissinger a été l'élève du premier directeur de Tavistock. Voilà. Sir John Rawling Rees. Alors c'était donc Kissinger était un de ses élèves préférés, et Rawling Rees disait nous devons être une 5e colonne au sein des sociétés. Voilà, il y a quelques il y a quelques personnages comme ça très emblématiques des grandes figures de l'histoire contemporaine qui ont été choisis directement par des membres du Tavistock. Un notamment, c'est Jimmy Carter, qui a été choisi par un des docteurs du Tavistock qui s'appelait Peter Bourne. D'ailleurs, je me demande si le film Jason Bourne, la série Jason Bourne, ne fait pas explicitement référence au docteur Bourne.
Alors, c'est la blague que j'allais Oui, placer gentiment derrière en disant ben, je et il pense connaît que- Jason. Et ben, écoute, enfin, comme le cinéma en fait ne fait que des clins d'œil à ce genre de choses, Et Euh, musicaux aussi. et évidemment les clips musicaux, on en parlera tout à l'heure, je pense que c'est tout sauf une simple coïncidence. D'accord, c'est assez extraordinaire. Par contre, Thibaut, j'avais une question parce que je me dis là, je vous écoute, vous citez énormément de choses. Alors vous avez parlé de sources ouvertes. Alors je vais faire le béotien, mais c'est quoi une source ouverte? Première question. Et deuxième question, c'est vous me sortez tout ça d'où là? Parce que vous en avez des pages et des pages et des pages. Vous allez chercher ces informations où? Et surtout, quand je vous écoute là, c'est crédible tout ça? Enfin, on est sûr? Alors, il y a des choses qui sont sûres. Quand je les mets à quand j'ai mis à l'indicatif, c'est que je les ai vérifiées. Et quand je mettrai au conditionnel, par exemple, quand je parlerai avec Maurice de la création des Beatles par l'Institut Tavistock et l'école de Francfort, qui est globalement la succursale allemande qui ensuite est venue aux États-Unis. Là, j'emploierai le conditionnel. Mais de toute façon, je mettrai pour les auditeurs, je mettrai toutes les sources qui m'ont servi dans mon travail. Ouais. Et quand je dis source ouverte, je mettrai que des sources vérifiables. Ensuite, je mettrai des sources qui reprennent sans être sûr. Par exemple, j'ai pas réussi à vérifier quand Daniel Estulin, enfin oui, alors pour savoir pour Tavistock, il y a 2 livres qui ont été écrits. Il y a Daniel Estulin qui avait écrit sur la véritable histoire des Bilderberger, justement, qui est un très bon livre. Il a écrit sur l'Institut Tavistock, justement, l'Instituto Tavistock en espagnol, et il met beaucoup de choses. Je vais pas dire plagiat parce que le bouquin est intéressant, mais il y a beaucoup de choses qui sont repris de différents articles sur le net, notamment des revues de Lyndon LaRouche, donc l'Executive Intelligence Review. Et il y a aussi, j'ai retrouvé la version espagnole d'un article de David Christie qui était sur le défunt site Mechanopolis, qui s'appelle Comment les réseaux sociaux manipulent nos cerveaux, qui parle pas mal de l'Institut Tavistock. Mais à un moment, il dit que Saul Alinsky, par exemple, une figure de la gauche radicale de la contre-culture, il me semble, de la deuxième gauche, a formé quelqu'un, je crois que c'était Roger Smith, qui s'appelait, et que cette personne avait assuré la promotion des gangs de rue, donc les gangs de racailles qu'on connaît aujourd'hui. Mais j'ai pas réussi à recouper l'information, j'ai eu beau, donc là je mettrai du conditionnel où j'en parlerai même pas. Voilà. Sur les Beatles, il y a des choses très crédibles. Ensuite sur d'autres choses, sur les Grateful Dead, oui, dont on parlera Grateful Dead, aussi. par exemple, on en reparlera. Le Grateful Dead, qui est un des groupes emblématiques de l'époque LSD. Le producteur de ce groupe-là était Alan Trist, par exemple, et Alan Trist était le fils de Eric Trist, qui a été à l'époque le directeur de l'Institut Tavistock. Donc voilà, souvent on croit qu'il y a des coïncidences. Ouais, j'allais dire, c'est pas très gai tout ça. Non, Triste, c'est bon. gay. Non, c'est pas mal quand même. Qu'est-ce qu'on se marre, qu'est-ce qu'on rigole. Pour revenir sinon sur Rees dont parlait Maurice, je vais compléter un petit peu la citation sur le texte dont c'est tiré, c'est-à-dire le projet stratégique pour la santé mentale, qu'on avait traduit pour le cercle non conforme. Et Rees disait, plus particulièrement depuis la dernière guerre mondiale, donc il parle de la première, nous avons beaucoup œuvré pour infiltrer les diverses organisations sociales de tout le pays. Nous avons mené une attaque utile à l'encontre d'un bon nombre de professions. Les 2 plus faciles furent bien entendu l'enseignement et l'Église. Les 2 plus difficiles sont le droit et la médecine. Si nous voulons infiltrer les autres activités sociales et professionnelles, je pense que nous devons imiter les régimes totalitaires et mettre en place une activité de type 5e colonne. Soyons tous, désormais et très secrètement, la 5e colonne. Voilà, il préconise notamment d'utiliser les médias, les fictions livresques, ça Walter Lippmann en parlait aussi dans Public Opinion, mais je l'ai pas mentionné, et les films. Donc j'en profite pour préciser aussi que l'Institut Tavistock a travaillé avec les frères Disney. Walt Disney était en formation du 32e degré au passage, à la création de films de propagande de guerre durant la Deuxième Guerre mondiale dans ce qu'on appelait le Committee for National Moral. Voilà, donc je reviendrai dessus aussi. Ouais. Un élément moins connu, c'est que le Tavistock en fait donc a créé tout un tas de structures, comme l'expliquait tout à l'heure Thibaut, tout un tas d'officines, d'écoles de pensée, de think tank. Et bon, parmi les plus connus, il y a la Cornell. Et il y avait des membres des relations industrielles de l'école de Cornell qui s'appelaient Walton et McCarthy, qui avaient écrit un ouvrage qui s'appelait La théorie comportementale des négociations ouvrières. Et en fait, on peut se demander, enfin certaines personnes, même très sérieusement, le plus sérieusement du monde, se demandent si toute la logorée, tout le discours, toute l'argumentation autour des bienfaits du dialogue social qui doit remplacer la lutte des classes et un front syndical fort et qui ne se laisse pas faire, en fait, ne viendrait pas tout simplement des travaux de Walton et McCarthy, quoi. Et d'ailleurs, on parlait de la Fabienne tout à l'heure, je rebondis juste là-dessus. C'est que la Société Fabienne a joué un rôle, et ça c'est reconnu, y compris des membres de la Société Fabienne, ils ont joué un rôle fondamental
dans la transformation du Labour Party en Angleterre, quand il est devenu ce qu'on a appelé le New Labour blairiste, c'est-à-dire sous l'influence de Giddens et de gens comme ça. Et en fait, la Fabienne a vraiment définitivement mis en place le tournant libéral du Labour, bon, qui avait déjà été amorcé avant, mais disons dans sa version blairiste, telle qu'on l'a connue à partir de là, avec Gordon Brown, etc. On peut sur la Fabienne faire d'ailleurs une relecture de 1984 en sachant ça. C'est Monsieur K pour la dernière mission sur Charlie. On avait dit un mot, ouais. Il précisait que C'était Orwell une avait dystopie. été un peu initié à la Fabienne, et quand on lit tous les essais, articles, lettres d'Orwell, oui, ça transpire ce type de socialisme. Donc quelque part, Michel est un héritier, même si c'est ce que j'appellerais un socialisme un peu plus positif que la Fabienne. Mais Orwell dans 84 en fait fait une grosse critique de la Fabienne, si on regarde bien, de tout cet esprit technicien, d'expert ou d'ingénierie sociale, c'est ça, dans son aboutissement. Et puisque tu parlais j'allais parler de Kurt Lewin en fait. Ouais, vas-y. J'allais parler de Kurt Lewin parce que je sais plus de quelle personne tu parlais, mais c'est une autre en fait figure clé de l'Institut Tavistock. Mon avis, ça a dû être, je sais pas, qu'il se tire un peu la bourre avec Bernier pour qui était la plus grosse ordure du XXe siècle, mais je pense que c'est Lewin. Et alors je vais verser des grosses larmes de crocodile parce que sur Wikipédia, on lit sur Lewin: esprit scientifique et humaniste, marqué par la montée du nazisme dans son pays natal, il a consacré toute sa vie à la défense des valeurs de tolérance et de liberté, notamment au travers de ses travaux promouvant la démocratie à l'intérieur des groupes humains. La vérité, c'est qu'il s'est fait gicler d'Allemagne quand les mecs se sont aperçus qu'il fait des expériences de manipulation, puisqu'il est considéré comme un des fondateurs de la psychologie sociale, voire le fondateur de la psychologie sociale. Donc il était de la branche de l'école de Francfort, lui aussi. Et il était ensuite membre américain de l'école de Francfort, qui s'appelait donc Institute for Social Research, puisque Francfort c'est qu'un nom comme ça, comme on dit le collège invisible de Palo Alto, ou l'école de communication de Palo Alto, qui a pas de nom en fait en tant que tel. Mais c'est l'Institut sur la recherche sociale. Et lui il a mené en fait diverses études. Il appliquait pas mal de choses aussi. Par exemple, c'est le père de ce qu'on appelait l'étude du bombardement stratégique, et qui s'est manifesté quand il a fait bombarder la ville de Freiberg le 27 août 40 par Churchill, alors qu'elle était Roosevelt, je sais pas, mais Churchill, je suis sûr. Je crois par les deux, ouais. Et Il fait la demande des deux. c'est ça. En fait, elle était dénuée de capacité militaire. Ensuite, on dit, regardez, les Allemands, les vilains nazis font la Blitzkrieg contre l'Angleterre. Mais c'était au bout de 8 semaines après qu'Hitler il ait demandé à Churchill, bon, respectez notre accord, et que Churchill ait fait bombarder sur conseil de Lewin systématiquement ces villes allemandes. C'est ensuite qu'il y a eu la Blitzkrieg. Et le bombardement de Dresde aussi, c'est du Tavistock. Voilà. Et Oui, parce qu'un des buts du Tavistock, d'ailleurs c'est écrit noir sur blanc, ça a été déterré de certaines archives du Tavistock, c'est de voir de trouver le point de rupture d'un être. C'est-à-dire, en fait, arriver à un certain niveau de souffrance, de privation sensorielle, par exemple, c'est-à-dire dans un état de souffrance et de stress absolu, à quel moment l'être craque, et c'est-à-dire que c'est là, à partir de là, qu'on peut le déprogrammer et le conditionner socialement, notamment. C'est typiquement le sujet du film Un crime dans la tête. Hein. ouais, c'est ça. exactement Mais ça. c'est en fait tout ça, c'est quelque chose qu'a conceptualisé Kurt Lewin, qui s'appelle la psychologie topologique. Donc on va revenir dessus rapidement, mais il y a un espèce de petit exemple avant-guerre qui peut donner une petite illustration. C'est le Radio Research Project. Donc il me semble pas que Lewin était dedans, mais qui s'est déroulé à l'université de Princeton. Donc c'était évidemment financé par Rockefeller pour étudier les effets des médias de masse sur la société. Donc ça, tu me parlais de source ouverte, c'est du wiki. Donc voilà, sachant que wiki a quand même des choses de très bonne qualité dessus. Le directeur de ce projet, c'était Paul Lazarsfeld, qui était une des personnes qui a modélisé les sondages modernes, qui a travaillé notamment avec George Gallup pour les sondages Gallup. Le chef de la division musicale, c'était Theodor Adorno de l'école de Francfort, qu'on soupçonne d'être justement derrière la création des Beatles. Il y a un livre dont le titre peut rebuter ou faire un peu cliché, qu'a écrit Laurent Glosy, qui s'appelle Illuminati, où il traite du rock, du satanisme, de Walt Disney. Il y a des très bons éléments dedans. Ce que je regrette, c'est qu'il prend souvent les mêmes sources et moi je sais pas lu, je peux pas vérifier. Mais en tout cas, ce qu'il dit sur le Tavistock Institute, c'est de mon côté, c'est vérifié globalement et c'est vrai. Voilà. Important sur Adorno et Horkheimer, donc les deux auteurs principaux de la fameuse personnalité autoritaire, c'est que les gens qui se sont retrouvés autour de la conférence Macy's, etc., qui étaient donc influencés également par
les membres de l'école de Francfort, voulaient justement créer un homme nouveau, c'est-à-dire qu'il soit complètement déraciné, hors sol, enfin, l'homme qu'on connaît aujourd'hui finalement. Donc on peut dire que de ce point de vue, l'Institut Tavistock a parfaitement réussi son entreprise d'ingénierie sociale, et il a fabriqué du consentement en créant de toutes pièces, enfin à force, disons, on va dire, de déconstruction, a réussi à créer un être parfaitement déraciné, quoi. Celui qu'on connaît aujourd'hui et qu'on croise à chaque coin de rue. C'est ça. Mais ça a été dans la société civile, ça a été vraiment, on a commencé vraiment, Tavistock a vraiment commencé à l'appliquer durant l'entre-deux-guerres. C'est-à-dire que année après année, ça peut paraître con comme ça aujourd'hui, hein, mais la taille des ourlets des femmes se raccourcissait de plus en plus. Il y a eu la promotion de tout ce qui est lesbianisme, homosexualité, impudeur, fumer, boire en public. J'ai pour habitude de dire, mon cher Thibaut, quand on n'aime pas ça, on n'en dégoûte pas les autres. C'est pas la question, c'est que c'était il y a presque un siècle, quand même. Donc faut se replacer dans le contexte. Et c'est là qu'est arrivé le jazz. Alors c'est marrant parce que Daniel Estulin, dans le bouquin sur Tavistock, donne l'étymologie, si je puis dire, du jazz, qui viendrait de l'argot jazz, qui signifie la pratique du cunilingus. C'est bon, très bien. Mais ouais, très bien. Mais dans la sphère privée, quand on en fait la promotion dans la sphère publique, ça donne ensuite des petites lolitas sur des affiches, quoi. On extrapole beaucoup, mais 90 ans après. Non, vous abusez, Thibaut, vous abusez. Reprenons. Mais je vois que monsieur aime bien les gamines. Voilà. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à mettre aussi en avant les vedettes hollywoodiennes qui sont venues donner leur avis, un peu comme les crétins d'acteurs viennent parler sur les plateaux aujourd'hui en croyant qu'ils ont des choses à dire alors qu'ils font que réciter des textes. Oui, et puis, pas que, parce qu'il y a quand même deux exemples connus qui sont Clooney et Angelina Jolie, qui sont tous les deux membres du Council on Foreign Relations. Ouais. Donc, quand ils s'expriment, on peut être sûr que c'est pas simplement l'avis d'un crétin d'Hollywood, c'est la voix du maître. Le sketch que nous a joué pendant des années, l'ineffable Clooney autour du Darfour et du Sud-Soudan, c'était tout sauf un hasard. Il y avait un plan bien préétabli et qui évidemment visait essentiellement à empêcher la Chine d'entretenir de bonnes relations avec les pays qui étaient dans cette zone. Et Angelina Jolie, elle, on lui avait plutôt donné pour mission de déstabiliser médiatiquement une partie de l'ex-Yougoslavie ou par exemple de ce qu'on va appeler l'étranger proche russe. Et pour revenir en fait sur ce qu'on disait sur le Radio Research Project à la fin des années 30, l'équipe était tavistockienne, donc j'ai déjà dit qu'il y avait Paul Lazarsfeld, qu'il y avait Theodor Adorno, il y a eu aussi Adlai Cantrill, donc qui faisait partie du département de psychologie de Princeton, Gordon Allport qui a été assistant de Lazarsfeld et qui était le futur directeur de la branche américaine de Tavistock. Et en 1938, alors au départ c'était fait il diffusait des soap opéras, c'était de la merde. Et si en plus t'aimes les soap opéras, je peux plus rien pour toi. En 1938, c'est très connu, ils ont diffusé, il y avait Orson Welles qui a diffusé, qui a fait une lecture de La Guerre des Mondes de H.G. Wells, de la Fabienne, la bonne blague. Et le fameux ouvrage New World Order. C'est ça. New World Order, publié à titre posthume en 47. Donc ça vient pas de Bush en 91 ou 92. Déjà en 47, Wells disait New World Order. Et donc c'était en fait Adlai Cantrill qui était derrière cette opération. Et pourtant ils ont précisé que c'était la lecture d'une fiction, mais ça a pas loupé. Ça a quand même marché, ça a traumatisé des gens qui ont vraiment cru qu'il y avait une invasion extraterrestre. Et à partir de là, Tavistock ils se sont dit c'est bon, ça va nous servir. Ça veut dire que on va pouvoir aisément s'y croire une invasion extraterrestre pendant la deuxième guerre, c'était pas prévu, mais ensuite on va pouvoir leur faire croire ce qu'on veut. Et si tu regardes bien maintenant. Depuis cette époque, même, il y a que de la propagande grise. C'est toujours un mélange de faits et de fiction. Ils ont pris donc ce que disait Lippmann, ce qu'on a déjà vu tout à l'heure. Et voilà. Et donc, pour revenir ensuite sur ce qu'on disait une petite précision aussi, sur qui était qui sera un peu plus tard avec Cantrill. Ce que tu disais à l'instant, là, ça rappelle un peu. C'était Debord qui expliquait que dans la société du spectacle, le vrai était devenu un moment du faux. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est la bonne formule. Et pour revenir sur Cantrill, pour montrer que dans toutes les opérations, avec lui, il y a eu Tavistock. Il y a eu un conseil de direction qui l'a assisté quand il a bossé pour RISE, pour l'UNESCO un peu plus tard. Il y avait dedans Warren Bennis, donc qui était on va dire un petit adepte d'Eric Trist, futur directeur de Tavistock. Il y a eu Marilyn Ferguson, et on va en reparler, qui a été
présenté comme l'auteur de la conspiration du Verseau, donc le manifeste New Age de 1980. Ouais, tiens, je vais t'arrêter là-dessus. Parle-en directement, parce que c'est vraiment un point important, ça aussi. Donc en 1940, Tavistock a contribué à mettre sur pied le comité pour la morale nationale, qui était encore une fois chargé de faire de la propagande, comme durant la Première Guerre mondiale avec le I Want You for US Army. Et dans ce comité, on retrouve encore une belle brochette de Tavistockiens. Il y avait George Gallup qui était pas Tavistock, mais qui a mis en place la méthode des sondages Gallup qu'on utilise encore aujourd'hui. Margaret Mead, qui reviendra, donc qui a fait partie, qui avait les conférences Messi, mais aussi la Société d'anthropologie appliquée, dont a fait partie Edward Bernays pratiquement jusqu'à la fin de sa vie. Gordon Allport, donc futur directeur de Tavistock. Ruth Benedict. Erich Fromm de l'école de Francfort, Gardner Murphy qui est un psychologue de Tavistock, Kurt Lewin qui était partout, enfin il est mort en 47 mais sinon il était partout, et Gregory Bateson sur lequel on va aussi pas mal revenir. Palo Alto. Voilà, ouais, Palo Alto, ouais, qui est considéré comme le fondateur de la nouvelle le collège invisible de Palo Alto, la nouvelle communication. Et à cette époque, il y a un livre qui a été écrit qui s'appelle Civilian Moral, donc la morale civile. Et Kurt Lewin a écrit un article qui s'appelle Time Perspective and Moral, où il compare la psychologie du gamin et celle de l'adulte. Et il dit que le gamin vit dans le présentéisme. Il vit dans le présentéisme. Il voit pas, il planifie pas sur le temps long. Il est dans l'instant présent, quoi. Ouais, parce qu'on voit avec la révolution mai 68 qui a été sous égide Tavistock CIA. Où c'est jouer sans entrave, tout de suite et toutes ces conneries. Voilà. Et chez l'adulte, en fait, l'adulte planifie sur le temps long, mais ça s'effrite quand avec une augmentation de l'incertitude et les difficultés qu'il frappe. Et à ce moment-là, l'adulte replanifie au jour le jour. Et c'est là que c'est très important le concept de Lewin de psychologie topologique. C'est quand dans un environnement, il y a tellement de tensions que c'est plus l'homme qui interagit avec son environnement, mais c'est l'environnement qui contrôle l'individu. Donc ce qu'on voit pratiquement dans les là je renvoie à Gouverner par le chaos de Lucien Cerise sur les stratégies du chaos contrôlé, hein. Voilà. À partir de là, c'est comme quand on parlait hors antenne de l'effet H, où la pression sociale fait que on va s'indexer sur ce que dit le groupe, même si on sait pertinemment que c'est faux. Voilà. Et donc encore une fois, c'est permis grâce au stress extrême qu'avait expérimenté John Growling Rees à l'Institut Tavistock. Voilà. Sachant aussi que on parlait de la Deuxième Guerre mondiale et à cette époque-là, Tavistock a fait de la propagande pour le Bureau d'information de la guerre et aussi pour le Bureau des services stratégiques, donc l'OSS, ancêtre de la CIA. Et sachant que Bateson en faisait partie et Kurt Lewin était consultant pour l'OSS. Voilà, mais ils ont fait notamment de la propagande contre Chamberlain qui voulait faire la paix avec Hitler. Mais le fait le plus important, c'est venu pendant la guerre, et je pense que c'est vraiment le tournant majeur du XXe siècle. C'est ce qu'on a appelé les conférences Macy sur la cybernétique, donc qui sont déroulées entre 1946 et 1953. Enfin, c'est juste après guerre, du coup. Et alors, qui est Josiah Macy? Josiah Macy, je crois qu'il avait bossé dans le domaine pétrolier. C'était ce qu'on appelle un Quaker. C'était évidemment financé par Rockefeller. C'est une fondation qui est financée par Rockefeller. Et en fait, c'est encore une fois on retrouve pas mal de pluridisciplinarité comme dans d'autres opérations de Tavistock. Donc là il y a tous les grands noms de la science du XXe siècle. Il y a eu Claude Shannon qui a théorisé plus ou moins la théorie de l'information moderne. Il y a eu John von Neumann, un des pères de la bombe atomique et qui a créé les premiers ordinateurs modernes en 1946 il me semble. Norbert Wiener, donc le père de la cybernétique moderne. Margaret Mead, encore une fois, Gregory Bateson, Paul Lazarsfeld et Kurt Lewin, je crois que j'ai pas mentionné, le fameux Kurt Lewin avant qu'il meure en 47. Il devait y avoir aussi comment il s'appelait, Walter Cannon, qui avait théorisé sur la sagesse du corps, l'homéostasie, qui est très important qui a pas mal servi dans la théorie générale du système. Et officiellement, ces conférences étaient destinées à mettre au point une science générale du fonctionnement, du comportement ou du cerveau. Donc ce qui a donné naissance ensuite aux neurosciences, au cognitivisme. Mais faut voir là encore le documentaire de Lutz Dunbeck qui s'appelle DasNet, Voyage en cybernétique, où il explique bien que derrière ça il y avait la CIA. Et bon, on a vu qu'il y avait un paquet de Tavistockiens. C'était comment
comment s'appuyer sur les études de balistique de la cybernétique pour anticiper sur le comportement humain. Ils se sont dit, voilà comment fonctionne un ordinateur. Ils ont petit à petit complexifié les tâches élémentaires d'un ordinateur, analysé comment autrer les données, comment était extraite une information et comment l'ordinateur donnait un résultat, c'est-à-dire chez l'être humain, comment l'être humain crée sa réalité. On peut le comparer comme ça. Ils se sont dit, le cerveau humain doit fonctionner à peu près pareil qu'un ordinateur. Donc, ils avaient raison, à part que le cerveau grossit ou s'atrophie physiquement, hein, notamment quand on regarde la télé, physiquement, le cerveau diminue. Hein. C'est pour ça que quand on reste vraiment longtemps devant la télé, c'est pas le programme qui pose problème, c'est le support. C'est que. Alors apparemment, je crois que c'est le Emery, c'est ça Ouais, Frédéric Emery. Frédéric Emery, ouais, qui voilà, qui disait que la télé était une forme d'hypnose, parce que le néocortex visiblement est inactif. C'est l'hémisphère droit surtout qui est mis à contribution. Il y a des endorphines qui sont dégagées et donc ça l'effet d'une drogue dure. Un exemple d'ailleurs qui est assez connu et qui a été étudié d'ailleurs par le Tavistock et qui a été promu par le Tavistock. C'est une série pour enfants qui est très connue, qui est extrêmement célèbre aux États-Unis, qui s'appelle Sesame Street. Rue Sésame, et un certain Malcolm Gladwell donc du Tavistock Institute disait que ce programme pour enfants était formidable parce il accaparait leur attention, il les formatait, mais il n'avait pas pour but en fait de les éduquer, ni de leur transmettre un savoir, ni de leur donner d'envie d'apprendre. Il devait juste leur donner l'envie d'aimer la télé. Ça n'avait pas d'autre objet. Donc en fait, on est dans le formatage pur et simple. Et il y a eu des exemples un peu plus connus où finalement la télé, enfin le support télé a été utilisé, ou la publicité, juste à des fins hypnotiques et d'accaparement, on pourrait dire, d'accaparement finalement de l'esprit. Un exemple qui était connu aux États-Unis également, c'était la mascotte de Camel, Joe Camel, qui a fait énormément fumer de gamins là-bas. J'avais vu d'ailleurs, les chiffres étaient assez impressionnants. La première cigarette qui était fumée aux États-Unis, nombreux gamins à l'époque tombaient dans les griffes de Camel parce que justement ils avaient grandi avec la mascotte Joe Camel. Ou un autre exemple, un des plus célèbres au monde finalement, où la mascotte remplace quasiment le nom, c'est Mickey, qui incarne Disney finalement. Ou le château La Belle au Bois dormant, mais ça c'est une autre affaire. Mais enfin, dans la tête d'un enfant, Disney c'est Mickey. Voilà. Donc en fait, quand on cherche un peu plus, Disney c'est de l'ésotérisme, c'est de la pédopornographie, c'est toutes ces saloperies. Et sur ce que tu disais, avec la télévision, c'est une combinaison. C'est une combinaison de données, ou plutôt de bombardements d'images, de sons, qui s'accumulent sur les récepteurs, donc les gens qui regardent ça, notamment les gamins. Tu as l'image, tu as le son, tu as le comment est agencée l'image. Et il y avait par exemple William Sargant qui avait collaboré au MK Ultra, duquel on va pas tarder à parler, qui était un grand fan des électrochocs et de la lobotomie, qui était un bon pote d'Ewen Cameron, donc qui lui a pratiqué de la lobotomie. Un clinicien canadien qui a fait donc des expériences de lobotomie sur 56 patients, je crois, et qui était également membre du Tavistock. Et ce brave monsieur travaillait pour l'hôpital Royal Victoria de Montréal, et il a fait souffrir des gens à des fins expérimentales pour le TI. Financé par la CIA. Pour le compte également du Tavistock Institute. Alors moi je propose de faire souffrir un petit peu les oreilles de nos auditeurs là. On va leur alors Thibaut, vous allez nous dire ce qu'on va leur envoyer dans les oreilles là. On va faire une première pause musicale. Alors dites-moi tout, qu'est-ce qu'on leur envoie dans les esgourdes à nos amis auditeurs? On va leur mettre une célèbre chanson de la contre-culture qui va lancer un petit peu le sujet dont on va parler ensuite, c'est-à-dire tout ce qui est un peu plus tard, tout ce qui est le contrôle mental. Donc on va leur mettre White Rabbit de Jefferson Airplane. Et puis ça introduira un petit peu à ce dont on parlera, c'est-à-dire le MK Ultra et une saloperie qui s'appelle le MK Monarch, qui joue sur la fragmentation de la personnalité et notamment la programmation d'esclaves sexuels. Eh bien c'est parti, chers auditeurs. Alors, chers auditeurs, de retour avec nos invités après cette fantastique pause musicale, donc Maurice Gendre et Thibaut Philippe, pour parler de l'Institut Tavistock. Alors, mon cher Thibaut, nous y retournons, c'est à vous. On va rebondir rapidement sur la musique et sur ce que disait
sur ce que disait Maurice. Et pour citer le bouquin de William Sargant, dont je parlais avant, j'ai peut-être parlé avant, qui est un ami d'Ewan Cameron et qui a écrit un livre. Alors en anglais, je traduis, c'est La bataille pour l'esprit, donc pour le contrôle de l'esprit, hein, bien sûr. Physiologie de la conversion et du lavage de cerveau. Et bon, en français, c'est traduit par Physiologie de la conversion religieuse et politique. Donc c'est un petit peu plus gentillet. On va dire édulcoré. Ouais, c'est ça, un petit peu plus édulcoré. Ouais. Et dedans, il explique que les électroencéphalogrammes, bon, ça a déjà une 50aine d'années le bouquin, que les électroencéphalogrammes démontrent que la sensibilité du cerveau humain est fonction des rythmes des percussions, certains pouvant provoquer des anomalies de la fonction cérébrale enregistrable. La fonction cérébrale, on y ajoute, est plus aisément désorganisable par le jeu simultané de plusieurs airs fortement rythmés à des cadences différentes. Voilà. Et la suggestibilité augmenterait en plus avec la variation de la sonorité et des rythmes de percussion. Donc, ce qu'on retrouvera durant toute la contre-culture, en fin de compte. Hein. Voilà. Et pour terminer sur les conférences Messi dont on avait parlé aussi, j'ai oublié de parler de Milton Erickson, qui en faisait partie, qui lui était un spécialiste de l'hypnose conversationnelle. Donc je renvoie à Neuroesclave pour voir un petit peu ce qui se dit dessus, et qui est aussi à l'origine, via Bateson, de la création, enfin c'est un des inspirateurs de la programmation neurolinguistique. Voilà. La fameuse PNL dans les années 70. Et un petit détail marrant, c'est qu'aujourd'hui, si on va sur leur site, on parlait de sources ouvertes, la Société américaine de cybernetics domicilie son siège social dans la fameuse K Street à Washington. C'est là où se trouvent tous les sièges des lobbies américains. Donc justement, je tenais de l'ami Lucien Cerise que je crois c'est Clooney qui a fait cette série qui s'appelait K Street. K Street, alors c'était une série qui était produite par Clooney et Soderbergh, si je ne me trompe pas. Et en fait, qui parlait d'un des spin doctors de Clinton, enfin, ou qui faisait référence à lui très explicitement, je ne sais plus, qui s'appelait Carville. Et qui est un personnage assez influent à Washington, enfin très très influent d'ailleurs, pas assez, mais très influent à Washington, qu'on voit d'ailleurs régulièrement sur les chaînes d'information américaines. Et alors, il me semble que la série avait été arrêtée assez vite, pas parce qu'elle n'avait pas de succès, mais parce que c'était vraiment beaucoup trop sulfureux. Les lobbyistes ont justement demandé à ce que la série soit stoppée. Et c'était quoi le titre de cette série? Ça ne me dit rien du tout. K Street. Ah oui, c'est marrant, ça me dit rien du tout, ça. Par contre, on va peut-être prendre soin de l'ami Gérard Vaudan. On va peut-être aborder la révolution sexuelle, donc du cul, ouais. Hein, que ça le réveille un petit peu. Et cette fameuse émancipation, désir de liberté spontanée. J'adore quand c'est spontané à chaque fois. Comme les révolutions du même nom. Comme les révolutions du même nom, il n'y a pas de souci. Ramassis de conneries. Pour montrer que là encore Tavistock a joué dans l'évolution artificielle de la société. Donc cette fameuse révolution sexuelle a été fabriquée là encore par la CIA et Tavistock. Et petite précision d'ailleurs sur on va parler d'Alfred Kinsey. Les fameuses études Kinsey, voilà. Qui se transformaient au bout d'un moment en attouchement sur jeunes enfants et relations sexuelles non consenties avec jeunes progénitures. Et des orgasmes sur des bébés aussi. Voilà. Voilà. Donc non. Il y a Marion Sigaud qui a fait un super reportage sur un super debunking d'Alfred Kinsey. Il doit être disponible sur le site d'Égalité et Réconciliation. C'était vraiment très très bon. Et donc le rapport de Kinsey disait qui était financé par la fondation Rockefeller, mais je crois que c'est même plus la peine de le préciser. Rapportait que les Américains avaient pour un tiers déjà eu une expérience homosexuelle, que les relations extra-conjugales déjà à l'époque étaient assez fréquentes, que le sadomasochisme était un phénomène non négligeable et que les orgasmes infantiles, donc qu'il a fait tester sur des enfants et des bébés, étaient comparables à ceux d'une vie sexuelle adulte. Mais en fait, il avait conduit une grande partie de son étude auprès de délinquants et de criminels sexuels incarcérés pour ces faits. Mais bon, à l'époque, le rapport, donc il était équivalent d'un sondage un peu mensonger comme on est aujourd'hui, un sondage mensonger pléonasme. S'est imposé pour ensuite faire passer des nouvelles pratiques dans les mœurs. Et faire croire que c'était volontaire. Donc, dans le même ordre d'idée, il y a le chercheur et biologiste Gregory Pincus qui a mis au point en 55 la première pilule contraceptive. Et on trouve parmi ces financiers, donc là je mettrai encore les sources, la fondation de Josiah Messi Jr., décidément, la fondation Ford, donc qui est financée par la fondation Rockefeller, et voilà. Et d'après ce que dit Estulin dans son bouquin sur Tavistock, c'était pas destiné à libérer sexuellement les individus, mais au contraire à pratiquer des politiques d'eugénisme. Hein. Je crois que durant les dernières missions tu parlais de Huxley, donc le frère d'Aldous Huxley c'est Julian Huxley, c'est Thomas, c'est le grand-père. C'était membre de l'Eugenics Society, ouais. C'est ça. Et j'avais trouvé une petite photo sur internet qui montre le passage le changement de titre d'une revue, de la même revue, d'un numéro à l'autre. C'est-à-dire que l'Eugenics Quarterly, donc le trimestriel de l'eugénisme, est devenu en 69 Social Biology, donc la biologie sociale.
Et donc un changement de nom, et encore une fois, c'est un espèce de jeu par le langage, c'est-à-dire le langage crée la réalité, il y a un glissement sémantique, et on fait croire aux gens qu'on ne fait plus de l'eugénisme et de la biologie sociale, mais en fait, il n'y a rien qui a changé. Et en 48, il y a des représentants de Tavistock qui ont inauguré la Fédération mondiale de santé mentale. Donc, quand on connaît un peu les mecs, c'est marrant que ça soit eux qui inaugurent ça. Et en présence de son premier président, qui était John Rollin Grease, justement. Du Tavistock, donc le fameux mentor de Kissinger dont on parlait tout à l'heure. C'est ça. Et parmi les présents, il y avait des gens qui étaient aux conférences Messi. Il y avait aussi Margaret Mead. Il y avait Margaret Mead. Il y avait aussi Max Horkheimer, donc qui avec Adorno, le tenant de la première génération de l'école de Francfort. Et dans le rapport de 48 qui s'appelle Santé mentale et citoyenneté mondiale, la fédération écrivait, donc je cite, « Les principes de la santé mentale ne peuvent pas être favorisés avec succès dans toute la société, à moins qu'il n'y ait l'acceptation progressive de la notion de citoyenneté mondiale. La citoyenneté mondiale peut être largement étendue parmi tous les peuples à travers les applications des principes de la santé mentale. » Donc ce qu'on trouve dans ce rapport, c'est que l'objectif de cette santé mentale, c'était de créer une société saine, un objectif considéré comme extensible à un ordre mondial et à une communauté mondiale. Voilà. Et on retrouve aussi ça dans un rapport sur les tensions, je crois qu'il s'appelait de l'UNESCO, mais je mettrai encore la source, de l'UNESCO qui a été fait par John Rollin Grease et auquel Adlai Cantril a contribué, qui traitait là aussi du nationalisme, des populations et de toutes cette sorte de choses. Voilà. Petite citation intéressante aussi que j'ai retrouvée. Alors c'est là les d'Aldous Huxley, donc l'auteur du meilleur des mondes, prononcé lors d'une conférence devant l'école médicale de Californie à San Francisco. Alors il parle donc de la mise en place d'une dictature sans larmes, d'un camp de concentration sans douleur pour l'ensemble de la société, et de faire aimer leur servitude aux populations. Le programme est clair. Et pour revenir sur le frère, lui aussi a été membre de la Fédération de santé mentale. Et c'est aussi le premier président de l'UNESCO. Donc voilà, quand on sait que John Rollin Grease a écrit pour l'UNESCO, que Huxley était premier président de l'UNESCO, on comprend bien que c'est pas pour sauvegarder les patrimoines, mais que ça a un peu une autre finalité. Il a fondé le WWF aussi. Et avec Bernard des Pays-Bas, non ? Le premier président, ça a été l'ancien nazi, Bernard des Pays-Bas, ouais. Bernard des Pays-Bas, qui était aussi le premier président du groupe de Bilderberg en 54. Ouais. Voilà. Et Huxley a appartenu aussi à la Société de l'euthanasie en tant que membre du comité exécutif. Il était au poste de vice-président aussi de la réforme, pour faire réformer le droit sur l'avortement, pour légaliser l'avortement. Et on trouve par exemple sur le site de l'université Rice qu'il aurait écrit pour cette association entre 60 et 61. Et autre élément de langage, la Ligue américaine pour le contrôle des naissances a été aussi renommée Planning familial. Planned Parenthood. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que tu peux nous dire un mot sur l'influence des festivals estivaux de musique dans les années 60, dont notamment un qui est un peu moins connu que Woodstock, qui est arrivé 2 ans avant, je crois que c'était en 67, qui est le Monterey Pop International. Et en fait, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est un peu passé durant ce festival, qui a été très important ? Ouais, en fait c'est une application vraiment très pratique du projet MK Search, il est connu sous différents noms. Il est vraiment je crois sorti en 53. Au début ça s'appelait le programme Bluebird, donc en référence encore une fois d'après Stulin à un poème qui s'appelle Azul d'un poète franc-maçon évidemment, qui s'appelle Ruben Dario, où en fait il y a 2 enfants qui suivent un oiseau bleu. Et dans son bouquin sur l'Institut Tavistock, Stulin consacre un chapitre entier pour décrypter tout ce qui est ésotérique dans ce poème. Et voilà. Et en fait, il y a dedans un lieu qui s'appelle la Terre de la Mémoire, et c'est là où arrivent les 2 enfants. Et c'est la ligne d'arrivée du projet Bluebird, c'est-à-dire manipuler l'esprit sans que la personne ne se rende compte. Ensuite, ça a été renommé Artichoke, et avant de devenir le MK Ultra en 53, qui était dirigé par Sidney Gottlieb, expérimenté à la Rand, donc peut-être tu nous reparleras tout à l'heure, et au Stanford University Institute, dont on reparlera pour un de ses projets actuels qui s'appelle la captologie, et qui appartient à l'Institut Tavistock. Voilà. Et encore une fois, dans ce projet MK Ultra, on retrouve toujours les mêmes têtes. Il y avait Aldous Huxley, et il y avait notamment Gregory Bateson, qui ont été des grands promoteurs du LSD. D'ailleurs, le Sandoz, la firme qui a créé le LSD, appartenait à Warburg, de la famille Warburg de la Réserve fédérale. Et donc, pour dire juste un mot donc sur le Monterey Pop, il y a eu une consommation importante d'acide et de LSD donc durant le Monterey Pop International en 67, donc 2 ans avant Woodstock. Et un des organisateurs donc qui s'appelait Ravy Gravy
On a découvert plus tard donc qu'il était lui-même membre de la CIA et qu'il organisait, qu'il était un des promoteurs du projet MKUltra. Et il y a un enregistrement audio et vidéo qui est disponible sur Internet qu'on peut retrouver. On va mettre le documentaire. On pourra mettre le lien d'ailleurs. Où Wavy Gravy dit aux gens on vous dit qu'il y a des mauvais poisons, du mauvais LSD, ne croyez pas ces menteurs. En gros, ce sont des réactionnaires qui veulent vous empêcher de trouver de nouveaux horizons et de découvrir de nouveaux univers. En fait, c'était clairement une expérience à ciel ouvert pendant tout le Montreal Pop International, quoi. Voilà. C'était en 67. Des diverses figures de différents domaines, de psychologie, de sociologie. Il y a la fameuse pyramide des besoins de Maslow, d'Abraham Maslow. Il faut dire qu'Abraham Maslow, qui était aussi partisan de l'LSD, a lui aussi fait partie de l'Institut Tavistock, par exemple. Mais avant 67, déjà en 64, il y avait Richard Bloom et Timothy Leary, donc qui avait écrit notamment Chaos et Cyberculture, qui est une espèce de fêlé des débuts du transhumanisme, et plusieurs de leurs potes qui ont écrit et publié un livre qui s'appelle les Utopiens, enfin Utopiates, usage et utilisateur du LSD 25. Voilà. Et ce livre est sorti aux publications Tavistock, puisqu'ils ont aussi des maisons d'édition. On peut d'ailleurs préciser qu'en 74, la fameuse expérience de 1000 grammes sur la soumission de l'autorité, le bouquin est sorti aux publications Tavistock aussi. Voilà, donc il y a pas de hasard non plus. Et on parlait de films tout à l'heure, je crois qu'on avait mentionné juste... Dans E-Comicar d'ailleurs de Verneuil avec Yves Montand, ouais. Si je me souviens bien qu'une expérience de 1000 grammes est menée durant le film. Ouais, c'est ça. Il y a aussi le film The Experiment qui reprend de manière un petit peu adaptée la fameuse expérience de 1000 grammes sur la soumission à l'autorité. Ouais. Oui, pendant la pause musicale, j'en discutais avec Gérard et Thibaut à l'instant, oui, pour nos auditeurs. Il y a un film qui n'est pas exceptionnel sur le plan cinématographique, mais qui fait référence un peu à ce dont on parlait tout à l'heure à propos du Manchurian Candidate. C'est un film qui est tiré, je crois, d'un jeu vidéo, qui est avec Mark Wahlberg, qui s'appelle Max Payne. Et il y a une référence justement à ces drogues synthétiques qui sont données donc aux soldats à travers des programmes, là aussi apparemment. Alors je ne sais pas si là des dossiers ont été déclassifiés, parce que MKUltra c'est déclassifié aujourd'hui. Le MKUltra on mettra en lien voilà. pour les auditeurs. Les dossiers ont été déclassifiés. Il y a plus de 300 pages disponibles sur ça. Il y a aussi le manuel Kubark. Par contre, ce qui est le manuel de torture psychologique de la CIA qu'a publié l'éditeur Zone, qui a publié aussi Propaganda de Bernays. Et Zone est sympathique puisqu'ils mettent les bouquins de cette collection gratuitement disponibles sur leur site. Par contre, le lecteur verra que dans le bouquin, il y a encore un paquet de passages qui sont caviardés. Donc il y a des choses qui sont vraiment restées secrètes. Voilà. Donc oui, à propos de ce film Max Payne, donc c'est là encore une firme pharmaceutique, une grande entreprise du Big Pharma qui crée, si je me souviens bien, fabrique donc une drogue de synthèse qui est prévu pour faire ce qu'ils appellent des super soldiers, des super soldats. Et effectivement, il y a eu un certain nombre de recherches qui ont été faites aux États-Unis, visiblement autour de programmes faits autour de super soldats. Et là, encore une fois, la fiction hollywoodienne, tout en se présentant justement comme simple fiction et faisant semblant de prêcher le faux, en fait, nous dit une partie du vrai. Voilà. Là, en fait, va falloir embrayer sur avant de reparler de la contre-culture, puisqu'on est dans le sujet, parler des différents programme MK qu'il y a eu. Par contre, tu peux peut-être, je sais pas si tu connais le dossier mieux que moi, parler de Pont Saint-Esprit en 51 ou. Alors Pont Saint-Esprit, on a longtemps cru que c'était la maladie, je crois, de l'ergot de Seigle, donc la maladie des ardents. Et en fait, ça a été déclassifié il y a très peu de temps, ça a 2-3 ans maximum. Alors incroyable, j'avais même vu à l'époque un reportage sur TF1 dans le JT de 20h, mais invraisemblable, où le mot MKUltra était d'ailleurs prononcé. Un article du Point de l'époque, qui est peut-être d'ailleurs encore disponible dans les archives, à vérifier, qui parlait qu'effectivement, en fait, Pont Saint-Esprit avait été bien une expérience de MKUltra grande nature sur la population d'un village français, pour voir les réactions. Donc visiblement, un épandage aurait été effectué donc au-dessus de Pont Saint-Esprit, donc comme je vous le disais, pour faire un test grandeur nature, et ça s'est soldé évidemment par des morts, malheureusement. Et une partie de ces travaux, en fait, ont été effectués dans un grand centre, en fait, aux États-Unis, qui s'appelle Fort Detrick, dont peut-être Thibaut vous dira un mot tout à l'heure. Mais on soupçonne même que une affaire plus récente, qui est celle de 2001 de l'anthrax. Alors l'anthrax serait venu visiblement d'un labo américain, mais certaines des souches, en fait,
serait probablement venu de Fort Detrick. Et Fort Detrick a joué un rôle important dans l'affaire MK Ultra. Et l'expérience de Pont-Saint-Esprit s'inscrit dans ce qu'on a appelé le MK Naomi. Donc Thibaut va peut-être nous dire un Thibaut va faire mot. une petite traduction Effectivement. de l'acronyme. Ouais, c'est ça. En fait, Tavistock, c'est un peu l'antiracisme pour les autres. On en reparlera aussi sur tout ce qu'ils ont appelé la psychologie inversée. Alors Naomi, c'est pas pour le petit prénom, c'est pour niggers are only momentary insects. Donc les nègres ne sont que des insectes momentanés, ce qui se rapprochait un petit peu de la philosophie de Bertrand Russell qui disait que lui était... Attendez, Thibaut, c'est vraiment ça la traduction de ce, enfin la traduction oui, mais je veux dire c'est Naomi, c'est vraiment ça, l'acronyme correspond vraiment. En tout cas c'est la traduction que j'avais lue. Donc ensuite, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai ce serait niggers are only momentary insects. Voilà, d'après ce que j'ai lu. Et parce que disait Bertrand Russell, ça se rapproche pas mal de ça. Lui, il disait que, enfin, pas de au niveau extermination, mais il disait que lui, ce qu'il aimait bien chez les Noirs, c'est qu'ils étaient dociles. Donc, il prenait le métissage aussi, notamment, puisqu'il pensait que les Blancs devraient être aussi dociles que les Noirs. Du coup, ils ont, Tavistock, ils ont promu un petit peu ça. Oui, ils ont promu le métissage déjà, mais ils ont promu ce qu'ils ont appelé la psychologie inversée, la reverse psychology, ce qui est simple, hein, c'est-à-dire abattre la fierté nationale, la fierté ethnique, la fierté culturelle, mettre en avant la culpabilisation, le politiquement correct, ne surtout pas choquer, ne surtout pas blesser. Et voilà. On peut peut-être embrayer sur notre branche du MK qui est beaucoup plus actuelle, qui fait, alors, du coup, il y a pas de preuves, hein. Il y a, comme j'aime bien dire, des faisceaux d'indices, mais vraiment énormément de faisceaux d'indices. C'est ce qu'on a appelé le MK Monarch. Et, qui existe depuis les années 60. Donc, Monarch, ça ne renvoie pas, même pas à la reine d'Angleterre, mais ça renvoie au papillon monarque. Puisque, d'après ce que j'ai pu lire, les personnes qui auraient subi le programme Monarch, donc à coup d'électrochoc, de traumatismes extrêmes, de viol, d'inceste et compagnie, avec les perturbations subies, au bout d'un moment, elles se sentent légères comme un papillon. Voilà. Et alors ce programme, il y a rien de vraiment sûr, mais en même temps, toute la culture autour du MK on est imprégné. Je vous coupe parce que je viens de penser à un truc. Moi qui suis un grand fan de séries, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Under the Dome. Non, bon. C'est tiré de. C'est une série. Alors, du Stephen King. Sûrement. Les gens qui se retrouvent sous un dôme. C'est ça. Eh bien, la référence une fois de plus au papillon monarque. C'est le monarque doit se réveiller. C'est le leitmotiv de ces jeunes adolescents. Sur les jeunes adolescents, on y est. En fait, sur le Monarque, il y a vraiment un excellent site. Alors, si vous faites une émission avec eux, ça serait super. C'est qui s'appelle MK Police, qui est, je crois, le successeur de Pédopolis. Mais je suis pas sûr. Et qui étudie tout ce qui est relatif au programme MK. Donc ils ont mis, mais c'est pas qu'ils l'ont fait, c'est américain, en ligne une espèce de cartographie dynamique de tout ce qui est lié au MK Ultra, qui relie tous les gens, toutes les institutions impliquées, qui est vraiment, qui est pour moi un travail de plusieurs années. Et alors le MK Monarch, c'est une branche, on va dire, encore plus radicale que le MK Ultra. Donc là, je me rapporte à Neuroesclave. Dans Neuroesclave, ils expliquent bien que, en tant qu'homme, on n'est pas une personnalité indivisible. Il n'y a pas Gérard Vaudan, il n'y a pas Maurice Gendre, mais il y a plusieurs Gérard Vaudan, plusieurs Maurice Gendre. Nous sommes des personnalités contextuelles. C'est-à-dire qu'en fonction de nos facteurs génétiques, de nos expériences de vie, du contexte, de ce pseudo-environnement, des stress, des traumas qu'on peut subir à un moment ou à un autre, on va entrer en décognition, en dépatterning, en repatterning, et on va avoir un comportement particulier. L'idée du MK Monarch, c'est de pousser ça à l'extrême, donc de préférence en prenant les gens jeunes, donc souvent, enfin chez les gamins, d'après ce que j'ai pu lire, il y a rien de prouvé là-dessus, de provoquer donc extrêmement de violence, extrêmement d'électrochocs, des viols, des incestes, vraiment de tout ce qui est programmation. On peut le retrouver. Il y avait MK Police qui avait publié, qui avait repris des debunkings de clips hollywoodiens, qui à chaque fois. C'est quoi un debunking? Ah oui, désolé, c'est le terme anglais. Alors, on n'est pas une démystification. Voilà, c'est-à-dire un décryptage. Par exemple, ceux qui ont exposé que l'affaire Charlie Hebdo c'était un faux drapeau selon la méthode Tavistock. Encore une fois, on peut dire c'est du debunking. Dire là la balle ricoche sur le sol, il y a de la poussière mais ça touche pas la tête du mec. C'est un debunking, montrer que sur une vidéo il y a des lignes blanches mais que sur une autre vidéo il y a pas de lignes blanches alors que c'est censé être au même endroit sur la route. C'est du debunking. Il y a pas mal de choses comme ça. Bon, ensuite il y a ce qui est prouvé, ce qui n'est pas prouvé. Mais
sur le MK Monarch, en fait, les clips reprennent à chaque fois les mêmes éléments. On retrouve le damier maçonnique, donc le damier noir et blanc sur le sol, la marionnette, donc qui laisse entendre que la personne est manipulée, la programmation. Bon, évidemment, le papillon monarque, les miroirs qui représentent la fragmentation de la personnalité, les personnalités multiples, le labyrinthe qui représente les méandres du cerveau, et il y a un film qui le Isis souvent. oui, oui, c'est ça, le Isis entre, ouais, bon, étant lecteur d'Anton Parks, j'ai du mal à dire Isis là-dessus, mais donc on va dire Isis. Et il y a un film qui s'y réfère explicitement, un film qui est d'ailleurs magnifique au niveau réalisation, qui s'appelle Sucker Punch. De Zack Snyder. Donc de Zack Snyder. Et tout dedans pue le MK Monarch de A à Z. Déjà l'héroïne s'appelle Baby Doll, donc espèce de petit la marionnette gamine. On laisse entendre qu'il y a des traumas sexuels dans le film, qu'elle s'évade dans différents mondes, donc dans différents types de personnalités pour s'échapper de cette prison. Et ce qui est marrant, c'est que la bande son qui a été choisie renvoie à des chansons de la contre-culture. Il y a ce sont des reprises, il y a Tomorrow Never Knows des Beatles, il y a White Rabbit qu'on a mis tout à l'heure qui a été reprise. Il y a aussi une chanson qui renvoie quand même assez clairement au programme MK, Sweet Dreams de Eurythmics. Et tout ce film pue vraiment le MK Monarch de A à Z. Ensuite, il y a plusieurs choses qui ont été écrites dessus. Il y a l'Amérique en pleine transformation, je crois, de Cathy O'Brien et Mark Phillips. Il y a d'autres personnes qui auraient vécu ce programme, mais encore une fois rien n'est sûr. Mais il y a tellement d'indices qui sont pondus partout que la chose est à peu près sûre. Voilà. Pardon, sur l'existence du MK Ultra en tant que tel, c'est-à-dire pas dans tous ses moindres détails, mais une grosse partie de MK a été déclassifiée. Donc ça, il suffit de faire des recherches, là encore en source ouverte. On trouve. Qui cherche trouve, là. C'est très simple. Et pour revenir sur ce qu'on disait sur l'époque du MK dont tu parlais tout à l'heure, sur Monterey Pop, faut mentionner que c'est quand même Tavistock qui a créé la deuxième gauche américaine, avec notamment l'Institute for Policy Studies, qui a été financé par Warburg, où on a vu des gens comme Marcus Raskin. Et l'idée, c'était c'est un pré-mai 68 en fin de compte, aux États-Unis, mettre en avant une pseudo-radicalité, une pseudo-contestation pour neutraliser complètement la jeunesse et faire un espèce d'énorme centre d'ingénierie sociale en plein air. Voilà. On peut mentionner aussi sur les nouvelles théories, les nouvelles idées qui sont nées à cette époque, la décroissance, par exemple. C'est marrant parce que quand on revient sur certains théoriciens, on s'aperçoit que, par exemple, je pensais au solidarisme, alors peut-être la version d'aujourd'hui est sûrement différente, mais Léon Bourgeois, qui est le théoricien du solidarisme, était un franc-maçon du 18e degré, ça a été le président du super état maçonnique qui est la Société des Nations. Comme Kenneth Boulding, il y a Serge Latouche qui est un grand théoricien de la décroissance, mais Kenneth Boulding, qui est à l'origine de ces propositions-là, était membre de l'Institut Tavistock, par exemple. Et tout ce qui est aussi croissance zéro a été financé par Rockefeller, par Kissinger, et il s'inscrivait dans la continuité du rapport Meadows dont tu parleras peut-être, du club de Rome, qui était un club néo-malthusien. Voilà. Pour revenir sur ensuite la contre-culture, on peut peut-être parler des Beatles, on peut peut-être parler de Woodstock. Je dirais que pour faire une parenthèse sur la décroissance, par exemple, c'est un peu comme nous quand on parle de subsidiarité. On ne l'emploie pas de la même façon que les tenants de l'Union européenne. Voilà, quand nous on parle de décroissance, on l'emploie pas de la même façon que les gens du club de Rome ou du rapport Meadows, quoi. Voilà. Oui, c'est ce que je voulais dire à Thibaut, on c'est que finalement accaparer des termes qu'ils ont galvaudés, dévoyés, salis et raturés, quoi. Voilà, c'est ça, parce que ce que je voulais dire effectivement à la suite de l'intervention de Thibaut, là, c'était que moi, solidarisme, ça me parle, décroissance, ça me parle, etc. Donc c'est important de le préciser pour les auditeurs, c'est que ils sont effectivement, ces termes dans la bouche de ces gens sont dévoyés, sont utilisés à des fins autres que celles qui nous sont chères finalement et qui nous intéressent. Oui et non, je dirais qu'il faut justement, je pense, en permanence réétudier tout ça pour voir si les orientations qu'on prend ne sont pas des orientations qui profitent à tous les néo-malthusiens. Voilà, c'est-à-dire alors là, on est plutôt dans vous en arrivez à douter de finalement de beaucoup de choses, et vous
vous souhaitez finalement vous réinterroger à chaque fois pour savoir si vous ne faites pas finalement le jeu de l'ennemi en prenant une orientation politique telle ou telle. Ouais, je pense qu'il faut plutôt faire comme ça. Il y a 3 excellents articles qui ont été écrits par Thierry Messant sur Réseau Voltaire, qui montrent les origines de l'écologie, l'écologie politique, l'écologie, tout ce qu'on peut accoler derrière comme épithète. Et il expose notamment qu'il y a eu, je crois que ça s'appelle le Jour de la Terre en 70, qui avait été organisé, il me semble, je sais plus si c'est Brzezinski, Kissinger, Rockefeller ou toujours la même bande. Et on voit que l'écologie dont on parle, la deep ecology d'ailleurs, ont été des créations de Tavistokiennes, du Club de Rome. Et donc je me dis, moi quand je parle écologie ou quand je me revendique d'une certaine écologie, de quoi je parle? Est-ce que je reprends pas leurs propos? Et dans ce cas, qu'est-ce que ça veut dire dans ma bouche? Comme les néo-malthusiens, on est d'accord bien sûr qu'il y a a priori une surpopulation mondiale. Maintenant, on n'est pas du même côté du Manche. Alors quand ils disent il y a trop de population mondiale et qu'il y a ce monument, peut-être Maurice, tu te rappelles où c'est, qui dit population mondiale, Georgian Guidestones. Ouais, qui dit la population mondiale doit être de 500 millions, je crois. Alors forcément, Tavistock et compagnie, ça leur posera pas vraiment de problème. Moi ici, avec un petit salaire, une petite position sociale, je pense pas que ça me bénéficie autant qu'à eux non plus. Donc oui, quand on met ça en avant, je pense qu'il faut toujours revoir qui y a derrière, pourquoi ça a été promu. Mais c'est comme le régionalisme, hein. Je suis pas opposé au régionalisme, mais je discutais avec une sympathique Gasconne qui me disait qu'elle était pas française, et je sais plus ce que je lui disais, je vais pas dû lui dire casse-toi, mais non quand même pas. Elle était sympathique. Et je sais plus, je lui disais parle anglais ou un truc comme ça. Elle me disait oui, entre un envahisseur et un autre. Je dis ouais, mais en fait ces choses mises en avant, c'est purement du Tavistock. C'est pas, enfin voilà, je sais pas vraiment comment le formaliser, mais le néo-régionalisme qui est mis en avant notamment par l'Union européenne, c'est-à-dire pour dissoudre la nation par le bas et par le haut. Ouais, c'est ça. Oui, c'est là que justement on doit séparer le bon grain de l'ivraie. C'est pas que le entre un régionaliste conséquent qui lui va défendre la petite patrie et la patrie historique, c'est-à-dire la France. Bon voilà, il y a la patrie charnelle, la patrie historique qui est la France, et moi ce que j'appelle la patrie civilisationnelle qui est l'Europe. On n'est pas du tout dans le même point de vue et dans les mêmes objectifs que l'Union européenne, quoi. Ça n'a strictement rien à voir. Ou de la fondation Bertelsmann, ou ces gens-là. C'est là que je veux dire, en fait, on doit se réaccaparer ce que ces gens se réapproprier tout ce que ces gens ont dévoyé, sali et raturé. Je vous propose une deuxième pause musicale, chers amis, chers auditeurs, avant de reprendre cette émission. Alors par contre, là, après nous avoir fait, qu'est-ce que vous avez mis déjà la première pause musicale? Voilà. Là, qu'est-ce qu'on envoie, Maurice? Alors on envoie Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band des Beatles. On pourra reparler des Beatles juste après, et puis d'un grand événement qui s'appelle l'ère du Verseau, et ensuite la conspiration du Verseau. Donc c'est pas moi qui parle de conspiration, enfin conspiration c'est employé à tort et à travers, mais c'est le livre, c'est un manifeste New Age publié en 80 qui s'appelait comme ça, qui est derrière qui il y a Tavistock. Eh bien musique, maestro. Alors, chers auditeurs, de retour sur Méridien Zéro, pardon. Dites donc, alors, mon cher Thibaut, vous souhaitiez nous évoquer le Verseau, alors le signe zodiacal. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça, qui fait suite, donc si je crois bien, au poisson. Donc, tout un symbole, c'est puisque le poisson est le symbole du Christ. Donc, avec l'ère du Verseau, c'était l'idée de passer à une époque post-christique ou post-chrétienne, et en fait mettre fin à tout ce que représente la religion, les traditions, les mœurs, la culture occidentale. Le besoin de transcendance et de verticalité aussi. Ouais, c'est ça. C'est ça, et une des meilleures illustrations pour revenir pour continuer sur la petite chanson qui vient de passer, ce serait, là je mets du conditionnel, les Beatles, puisque là j'ai pas pu recouper l'information, enfin si j'ai pu recouper l'information qui dit que les Beatles auraient été créés par l'Institut Tavistock, mais toutes les sources remontent au seul de John Coleman, donc qui a écrit le premier livre sur l'Institut Tavistock. Bon, encore une fois, là on peut juste se reporter à des faisceaux d'indices. Enfin, Coleman explique que Tavistock aurait fait venir en 63 ce groupe à la Stanford University, où il pratiquait le lavage de cerveau de masse comme dans d'autres institutions, et que ce serait Théodore Adorno, donc une information que reprend Laurent Glosy, qui aurait écrit les paroles et les musiques de Tavistock. Mais ça, il y a rien de sûr.
on peut juste voir que les Beatles s'inscrivent vraiment dans le programme tavistokien. Là, j'ai pas les citations là, mais John Lennon avait déclaré des choses très dures contre le christianisme. On se rappelle ces photos où il y a où John Lennon fait le signe satanique, où Paul McCartney fait le 666 avec sa main. À propos de l'usage du LSD, on se rappelle Lucy in the Sky with Diamonds, dont les initiales font LSD. Il y a tout un tas de choses. Alors je crois que c'est Coleman ou Glosy, un des deux, qui rappelle que les premières paroles de la chanson titre qu'on vient d'écouter, donc Sgt Pepper, disent it was 20 years ago today, ou non, c'est Estulin d'ailleurs. Et donc ça veut dire c'était il y a 20 ans aujourd'hui, et ça se rapporte à la mort d'Aleister Crowley, donc qui était révérend de l'église de Satan en 1947. Voilà. Donc l'ère du verso, ensuite, c'est tout ce qui a suivi. On avait parlé des Grateful Dead tout à l'heure, je me rappelle plus. Ouais. On avait dit que derrière il y avait le producteur était Alan Trist, et je crois. Ah oui, qu'est-ce qu'on avait rigolé, tellement marquante que je m'en souviens pas. Et il est dur. et donc le père d'Alan Street est Trist, et donc on avait dit que c'était Eric Trist qui était un des membres fondateurs de Tavistock. Voilà. Et après l'ère du verso est venu le livre qui s'appelle La conspiration du verso, donc qui a été écrit par Willis Harman, si je me rappelle bien, de l'Institute for Politic Studies dont on a parlé tout à l'heure. On a dit que c'était une personne qui s'appelle Marilyn Ferguson qui l'avait écrit, mais en fait c'était pas elle, c'était l'autre dont on vient de parler. Et c'est un peu le livre des gourous du management. C'est vraiment passé une espèce de dynamique des groupes sans meneur, d'ingénierie du consensus, voilà, le monde tel qu'on connaît dans les boîtes de com aujourd'hui, par exemple. Voilà. Et ensuite tout ce qu'on connaît aujourd'hui, toute l'ingénierie sociale, une espèce de tout ce qu'on voit depuis mai 68 en France, mais de pire en pire, que ce soit sur politiquement correct, le terrorisme intellectuel ou toutes ces choses-là. Voilà. Le coefficient de soumission au travail. C'est joliment dit. Donc, ce qui me fait donc supposer que ce n'est pas toi qui as trouvé la formule. Non, c'est un bouquin que j'ai lu il y a pas très très longtemps, écrit par un psychologue du travail, et je trouvais que dans les relations qu'on peut vivre au quotidien avec nos petits camarades de travail, du coup je me suis mis à apprécier les relations, y compris les relations sociales, sous cet angle. Et c'est vrai que le coefficient de soumission du salarié va générer tout un tas de choses, voilà, tout simplement un parcours professionnel, un machin, etc. Et ce qui est assez drôle, c'est que quand on met ça en lien avec la notion de compétence professionnelle, eh bien on est extrêmement surpris parce qu'on s'aperçoit que finalement, ce sont pas les plus compétents qui s'en sortent en fait, ce sont ceux tout simplement qui ont un coefficient de soumission à la hiérarchie, à l'autre. Qui s'en sortent, qui ont un parcours professionnel, qui ont effectivement des augmentations de salaire, etc., et une reconnaissance de la hiérarchie. Et ce bouquin, alors je suis pas foutu de retrouver le nom du livre ni de l'auteur, mais en tous les cas, ça m'avait sérieusement amusé parce que c'était donc un psychologue du travail et qui avait travaillé également en cabinet de recrutement et qui donc explicitait tout ça là, comment on choisissait les meilleurs. Puis en fait, sont pas forcément les meilleurs, mais sont en tous les cas les plus dociles, ceux qui ont le coefficient de soumission le plus intéressant, enfin le plus important. Voilà. C'est très intéressant ce que tu dis, puisque justement, ce que Lewin a appelé la dynamique des groupes, il a monté au Massachusetts Institute of Technology, où il y a eu des fameux étudiants comme Benjamin Netanyahu, Ben Bernanke ou l'ancien du Bilderberg, la deuxième gauche, Noam Chomsky. La dynamique des groupes. Ouais, la dynamique des groupes a donné plus tard ce que t'appelles la psychologie du travail. C'est exactement ça. Et il y a eu aussi, depuis tout ce temps-là, ce qu'on appelle les groupes sans meneur. Donc, si ma mémoire est bonne, c'est un autre tavistokien dont j'ai pas beaucoup parlé parce que je sais pas très bien ce qu'il a fait, j'ai pas trop pris le temps de le lire, qui s'appelle Wilfred Bion. Et il me semble que c'est lui qui a théorisé ce qu'on appelle les groupes sans meneur. Donc c'est d'où l'ingénierie du consensus, c'est-à-dire dans différents groupes, toute cette espèce de connerie de tolérance fait que les esprits forts sont matés. Et on est obligé de faire du consensus. Et donc c'est un peu, bon, pour reprendre les noms, c'est la quantité contre la qualité, quoi. C'est vraiment de la quantité. Donc l'esprit fort ou l'esprit qui a la meilleure idée, est obligé de s'écraser pour démocratiquement et le bien-être communicationnel, il se met en retrait tout simplement. Voilà. Un jeu télévisé qui reprenait d'ailleurs cette idée-là, c'était le tristement célèbre Maillon Faible. Ah oui.
Enfin, moi je le voyais comme ça parce qu'en fait, bon, qu'est-ce qu'on voyait finalement dans cette émission? L'élément le plus faible. Ah, il y avait la grosse, là, déjà. Oui. Elle était fantastique, la grosse. Oh, dites donc, j'ai oublié ça. Boccolini. Oh là là là. Fantastique. Ouais, bon enfant. Avec sa robe de... Oh non, elle est fantastique. J'aimais beaucoup aussi. Ouais. Bon, c'est pas beau de dire du mal de son prochain, mais enfin, là, ça fait du bien quand même, faut être honnête, Maurice. On peut. Bon, alors, Oui, donc moi j'y voyais ça parce qu'en fait, le plus fragile, le plus faible était écarté, sans ménagement. Donc ça veut dire, enfin, toute compassion, tout esprit d'empathie en fait était écarté, était dégagé, mais également celui qui était le meilleur et qui pouvait pousser les autres vers le haut, c'est-à-dire de la meilleure des façons, c'est-à-dire par son savoir, sa culture, sa connaissance, était également mis de côté et ne restait plus qu'une cohorte de médiocres, de gens. Alors c'est pas de gens ordinaires parce que les gens ordinaires, c'est dans ma bouche, c'est un compliment. Quand on connaît la décence commune, etc., Michel ou Orwell, on sait que c'est chez les gens ordinaires qu'on la trouve. Mais là, c'est de gens médiocres. C'est une cohorte de gens médiocres. Donc, c'est-à-dire les plus faibles et les plus fragiles sont mis de côté, au rebut. Les meilleurs, ceux qui peuvent élever, sont également mis de côté, parce que on sait jamais si on se mettait à réfléchir avec eux, ça pourrait être embêtant. Donc, on garde plus qu'une ribambelle de gens incapables, incompétents, mauvais, et qui par contre sont extrêmement dociles, extrêmement soumis, capables des pires bassesses. Et au milieu de tout ça, il y a un gagnant, en fait. Et au milieu Mais de tout ça, finalement, il y a un gagnant, c'est Koh-Lanta, hein. C'est le même principe. Ouais, mais alors pour moi c'était encore plus flagrant finalement avec le maillon faible. Là, je trouvais que c'était vraiment la quintessence du système néolibéral tel qu'on le vit, quoi. Tel qu'on le connaît. C'est-à-dire, on ne veut plus qu'une armée de médiocres. Voilà, Ouais. ça. En fait, tout cet essor du divertissement. Enfin, je vais reprendre pas de divertissement, mais plutôt le mot de Brzezinski, qui s'appelle. Donc, il avait parlé de tititainment. Donc, Lucien Suarez explique ça dans Gouverné par le chaos. C'est les titres au sens de materner, donc un mélange. Ouais, c'est ça. Le sein maternel et un mélange entre titre, la poitrine, et donc Et entertainment, le divertissement. Et tout ce tititainment. Déjà pour Brzezinski, je l'ai pas mentionné, mais il avait écrit, je crois en 70, un bouquin qui s'appelle l'ère technotronique et qui s'inscrivait complètement dans le projet de l'ère du Verseau, donc auquel il est lié. Bon, on se doute qu'il est lié à Tavistock, mais il est vraiment de plein pied dans le projet de l'ère du Verseau. Mais tout cet essor du divertissement aussi, et on le retrouve avec une chaîne comme MTV, qui a été créée par deux types. Un mec qui s'appelle Tom Freston, qui est un ancien de chez Benton & Bowles. Donc on avait expliqué tout à l'heure que dans les années 20, Benton & Bowles avait travaillé étroitement avec Tavistock. Et un autre qui s'appelle Robert Pittman, qui a travaillé pour les développeurs de jeux vidéo Atari Games, et Electronic Arts. Donc sur les jeux vidéo aussi, on retrouve pas mal Tavistock. Enfin, au moins dans les endroits où a travaillé Tavistock, où il y avait des contrats avec Tavistock. J'avais vu que parmi les vieux jeux vidéo, il y avait un jeu qui s'appelait Space War en 1962, qui est né donc au MIT. En 65, il y a eu le développement d'un système d'exploitation de jeux vidéo pour AT&T. Et en 1970, il y a eu un jeu au laboratoire Bell où des bouts de code informatique autoreproducteurs s'affrontent. Et le jeu s'appelait Darwin. Donc ce qui est assez rigolo. Et donc ces gens-là ont créé, les deux types dont on parlait ont créé MTV. Et puis bon, pour le reste, il y a tout ce qui suit avec tout ce qui est culture de masse. Le boss de MTV, un certain Sumner Redstone, est un Rothschild de son vrai nom, est un Bilderberger et un membre du CFR. Ou en tout cas, il a été proche du CFR, mais je crois même qu'il en a été membre. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est qu'il y a même eu des études à l'époque, au moment du lancement de MTV, pour que les clips excèdent le moins possible 4 minutes. Puisqu'en fait, ils avaient vu que c'était le meilleur moyen d'accaparer l'attention. Et en fait, le téléspectateur pense qu'il a encore son libre arbitre, mais en fait, le bombardement de couleurs, de sons, ce qu'expliquait tout à l'heure Thibaut, fait qu'en fait certaines zones cérébrales sont plus activées que d'autres sont au contraire complètement léthargiques et endormies, et en fait le libre arbitre n'existe plus réellement. Et d'autres études ont été faites qui prouvent que des chansons qui ont été écoutées lors de la prime enfance, lorsqu'on est très jeune, évidemment provoquent un certain nombre de réminiscences, de souvenirs qui vous resteront attachés toute votre vie et qui vous ramèneront à des espaces, à une forme d'antériorité qui parfois est source de douleur, de peine, de souffrance, et qui finalement vous enfonce dans une forme de dépression qui peut être chronique. Donc en fait, ils ont été jusqu'à étudier ça. Ça fait penser à Radio Nostalgie.
se demander qui est derrière à chaque fois les projets de radio. C'est toujours chercher qui est derrière tel projet ou tel projet, voir les noms, pourquoi la chose a été faite. C'est quand même assez intéressant. Et en général, on trouve des réponses assez intéressantes. Et sinon, pour poursuivre, on peut peut-être s'intéresser un petit peu à Tavistock aujourd'hui, parce que jusque-là, on a parlé, enfin MTV existe toujours, on a parlé des clips sur le MK Monarch et tout ça. On a vu que il suffit de voir aujourd'hui de toute façon que la désinformation est toujours présente, comment elle se passe, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, et on reconnaîtra tous les processus, en fait tous les processus d'ingénierie sociale qui ont vraiment la marque de fabrique Tavistock. Et je suis allé voir un petit coup sur l'espèce de fondations, d'instituts justement qui sont détenus par Tavistock toujours, pour voir ce qu'il fait aujourd'hui. Et donc je me suis penché sur juste un ou deux comme ça, parce qu'il y en a énormément comme on disait en début d'émission. Et il y a notamment l'Institut Esalen. Donc l'Institut Esalen, je rappelle, c'est un institut qui avec la Rand était un bon centre d'expérimentation pour le MK Ultra. Donc je suis allé sur le site de l'Institut Esalen et sur la page des partenaires. Donc c'est déjà très intéressant de noter que sur la page des partenaires, il y a un gros papillon monarque en photo qui les présente. Donc encore une fois un faisceau d'indices, on va dire. Et parmi ces partenaires, j'en ai retenu deux, les autres je les connais pas. Il y a la fondation Milton Erickson, qui est, comme je l'avais dit tout à l'heure, était spécialiste de l'hypnose conversationnelle et un grand inspirateur de la PNL. Et alors l'hypnose conversationnelle, ce sont des techniques de suggestion sous-hypnotique. Là, je reprends un peu ce que disaient Paolo Lucioni et Marco Della Luna dans Neuroesclave. On retient trois choses. Il y a le rythme, donc c'est-à-dire ce qu'ils appellent en anglais le pacing, pour calquer sa respiration sur la fréquence respiratoire de l'autre et être en espèce de symbiose avec lui pour fusionner plus ou moins. Ils disent manipuler les processus logico-linguistiques subconscients de l'hémisphère dominant en profitant de la distraction de l'intellect conscient de façon à être convaincant au moyen de faux arguments qui ne seront pas reconnus comme tels par le manipulé. Donc en fait, on revient déjà à ce que disait Lippmann à l'époque sur l'utilisation des images, des sons et puis d'un espèce de pseudo-environnement. Ensuite, il disait pénétrer l'hémisphère cérébral non dominant à l'aide de suggestions comme des images, des récits qui entrent dans l'inconscient en trompant la protection de l'esprit critique, en exerçant une influence modificatrice sur les capacités d'évaluation et d'évolution, en implantant dans l'inconscient des mécanismes de commande, dits ancrage, auxquels l'inconscient obéira en réponse à des stimuli appropriés. Bon, pour la faire courte, je suis Charlie. Voilà, tout le monde aura compris. Voilà, et ils expliquent bien que dans Neuroesclave que les anecdotes hypnotiques facilitent la persuasion. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le storytelling globalement. Et il y a un autre partenaire qui a retenu mon attention, c'est Joanna Macy. Donc le nom renvoie très clairement aux conférences Macy, surtout quand on regarde les domaines auxquels elle s'intéresse. Donc je pense qu'il y a une parenté avec Josiah Macy Jr. J'ai pas pris le temps de creuser plus que ça pour m'en assurer. Mais il y a marqué qu'elle s'intéresse beaucoup à la théorie générale des systèmes, donc ce qui renvoie au livre de Ludwig von Bertalanffy sur la théorie générale des systèmes. Alors qu'est-ce que c'est globalement? C'est de la systémique, c'est analyser quelles règles régissent ce qu'on appelle un système, donc c'est-à-dire un ensemble d'éléments en interaction, comment les harmoniser, comment c'est un peu ce qui est à la base de la nouvelle communication, ou aussi ce qu'on peut voir pour ceux qui veulent lire dans le macroscope de Joël de Ronet ou des choses comme ça. Donc ça renvoie aussi pas mal à l'ingénierie sociale. Elle est aussi elle a travaillé aussi avec Erwin Laszlo, et qui est le préfacier de von Bertalanffy. Elle est aussi très intéressée, elle a écrit des bouquins dessus sur la deep ecology, donc ce qui renvoie au néo-malthusianisme des années 70, dont on a parlé tout à l'heure. Et donc, je parlais de Laszlo, elle a travaillé avec lui sur un projet pour le Club de Rome, donc qui renvoie encore une fois de plus à Tavistock. Et elle s'est dit très influencée par Gregory Bateson, donc MK Ultra, Tavistock et compagnie, avec les travaux qu'il a menés dans une compilation d'articles qui ont abouti à 2 bouquins qui s'appelle Vers une écologie de l'esprit, qui est aussi une espèce de théorie générale des systèmes assez globale, assez poussée, parce que les mecs étaient quand même des esprits brillants. Est-ce que tu sais si autour de tous ces gens il y a une influence de la théosophie de Blavatsky, ce genre de choses? Ouais. Il y a des connexions? Là, ma mémoire me fait défaut, mais oui, il y a clairement l'influence. Tu parles de Blavatsky, Daniel Listulin en parle énormément. Et autour de Tavistock, il y a toute l'influence de Blavatsky. Ouais, tout ce que tu décris depuis tout à l'heure, ça rappelle vraiment... C'est la secte dionysiaque des fils du soleil, je crois. Mais là, la mémoire fait défaut, mais oui, bien sûr, tout ce qui... j'ai mentionné déjà tout ce qui était maçonnique derrière, donc que ça soit Walt Disney, que ça soit... Maçonnique ou paramaçonnique, en tout cas. Ouais, mais oui, ou ésotérique, ouais. voilà.
Et ensuite, pour terminer, elle a été aussi très influencée par les travaux de Kenneth Boulding, donc le théoricien de la décroissance de Tavistock, dont on avait parlé tout à l'heure. Voilà. Et l'autre chose à laquelle je me suis intéressé, c'était au Stanford Research Institute. Donc c'est un copain qui s'appelle Pierre qui m'a fait connaître ça. Il m'a dit tiens, est-ce que tu connais la captologie? Je fais non, pas du tout. Il m'a dit c'est au Stanford. J'ai fait donc c'est Tavistock. Et donc je suis allé là, je vais vous lire justement ce que j'ai traduit, ce qui est simplement exposé sur le site du Stanford Research Institute sur la page dédiée. Et en fait, c'est la technologie dite persuasive. Donc captologie, c'est pour c'est pas capter, c'est capt, c'est pour computer as persuasive technology. Les ordinateurs comme technologie de persuasion. Ils expliquent là-bas que c'est l'étude des ordinateurs en tant que donc de technologie de persuasion et que ça inclut notamment le design, la recherche et l'analyse de produits de calcul interactif, donc les ordinateurs, les téléphones mobiles, les sites internet, la technologie radio sans fil, les applications mobiles, les jeux vidéo, dont on parlait tout à l'heure, etc. Et ça aurait été créé, enfin c'est même pas ça, ça aurait, puisque ce sont eux qui le disent, cela a été créé pour changer les attitudes et comportements des gens. Le type qui en est à l'origine s'appelle B.J. Fogg et c'est un prof de psychologie à Harvard. Je rappelle, je crois que je l'ai pas dit, que Kurt Lewin a fondé la psychologie clinique, la clinique de psychologie de Harvard. Donc Tavistock une fois de plus. Et donc c'était fait en 96. Et dans sa thèse, Fogg exposait que via la psychologie expérimentale, que les ordinateurs pouvaient changer les pensées et comportements des êtres humains, et cela de manière prédictible et anticipable. Voilà, donc ça envoie à toute la cybernétique, à l'ingénierie sociale. Méthode tavistockienne, c'est une technologie de persuasion pour le bien-être humain, bien évidemment. Et il montre une petite photo et qui montre deux cercles qui s'enchevêtrent. Au milieu, il est marqué captologie, mais à gauche, il est marqué persuasion. Et avec des mots-clés, changement du comportement, changement de l'attitude, motivation, changement dans la vision du monde, conformité. Et sur l'autre cercle, il y a marqué ordinateur, donc comme mot-clé, site web, application pour téléphone mobile, jeux vidéo, logiciel pour ordinateur, environnement intelligent, donc intelligent smart, matériel d'exercice électronique, réalité virtuelle. Voilà. Ouais, ce que j'allais dire, c'est en fait toute la vidéosphère et le virtualisme là qui est C'est utilisé comme arme de conditionnement social. C'est ça. C'est exactement ça, mais présenté évidemment sous un aspect positif. Mais les mecs se cachent même pas. Quand tu lis le truc, c'est hallucinant. Et très souvent, en fait, d'ailleurs, c'est ça qui est extrêmement frappant, c'est que quand on fait l'effort de recherche, et y compris d'ailleurs en source ouverte, pas nécessairement en allant fouiner dans des ouvrages de journalistes qui ont enquêté là-dessus, il y a des déclarations, tout ce qu'il y a de plus officiel de certaines de ces grandes figures de l'ingénierie sociale qui avouent et qui écrivent noir sur blanc ou qui déclarent devant un public nombreux, parfois enregistré, ce qu'ils ont derrière la tête. Ouais, il y a même pire que ça. Si ça fera pas plaisir à ceux qui sont dans nos milieux et qui reprennent tout en se disant dissident le vocable de BFM TV en disant complotiste. En général, ce sont les conspirateurs qui nous traitent de conspirationnistes. Il y a qu'à faire des recherches historiques pour voir que les conspirations ont toujours existé, ce qu'on appelle les conspirations. Ensuite, il y a des degrés pour dire ce que c'est, mais en général, c'est un espèce d'anathème qui a pas de sens. Donc, je renvoie aux mémoires de Rockefeller qui disait si ce dont on m'accuse c'est d'être derrière une espèce de conspiration mondiale pour un gouvernement mondial, je plaide coupable et j'en suis fier. Alors voilà, je pense pas qu'on dira que c'est conspirationniste de dire ça, c'est tout simplement le mec qui le dit. Et quand il y a des choses en source ouverte, officielle, je crois. Ouais, c'est ça, dans cette biographie officielle, ce sont ses mémoires. Voilà. Ensuite, pour continuer sur la captologie, ils expliquent ils disent c'est une façon claire de penser le ciblage des comportements et la manière d'atteindre les objectifs captologiques grâce à la technologie. Il s'agit d'une méthode avec des outils appropriés pour résoudre des problèmes. Donc évidemment, c'est très positif. Et les cadres de réflexion et théorie sont faits pour aider les gens à comprendre et mesurer ce qui est important. Donc je suis allé sur le site de B.J. Fogg, il dit « Mon expertise est de créer des systèmes pour changer le comportement humain. J'appelle cela le behavior design », donc le design du comportement. Il explique que sa méthode dite universelle procède en 3 étapes. Donc 1, transformer les objectifs ciblés en comportement et être précis dans le ciblage. En 2e, simplifier la tâche, puisque la simplicité change de comportement. En 3, déclencher, donc c'est trigger, c'est un truc qu'on trouve dans le MK, un trigger, c'est vraiment déclencher un comportement ou un mot-clé. Tiens, on reviendra sur Boulevard de la Mort aussi, de Tarantino, sur le MK Monarch. Il y a un petit truc intéressant. Le comportement. Donc savoir qu'est-ce qui provoque le comportement, et il explique que certains déclencheurs sont naturels et d'autres doivent être créés. C'est vraiment purement de l'ingénierie sociale. Et il explique pour l'étape 1 qu'il faut découvrir les bons comportements grâce à la technique de la baguette magique de Fogg. Donc ça fait penser à la baguette magique, tout ce qui est magicien d'Oz et compagnie. Ah oui, alors là, tout ce qui est le magicien d'Oz, alors là c'est notamment surtout les derniers films
les films qui en ont été faits. Un retour à Oz, sur Ancapolis. Voilà, un retour sur Oz, vraiment à regarder. Une démystification. Il y a une démystification et du monarque, c'est du monarque. Enfin, il y a un travail impressionnant qui a été fait là-dessus. C'est ça. Donc il dit il faut déflouter, c'est le dictionnaire urbain, traducteur l'Urban Dictionary qui l'a expliqué comme ça. Déflouter, il met defuzzification. Bon. Et faire une cartographie des priorités. Pour l'étape 2, il faut utiliser ces techniques pour simplifier le comportement, donc examiner les possibilités pour modifier l'environnement, l'acteur et le comportement lui-même, et enfin appréhender le comportement comme faisant partie d'un système dynamique. Donc ces techniques, il appelle ça le séquençage, les actions dominos et le starfishing, l'étoile de mer, et qui révèle comment déclencher les gens au bon moment en utilisant le bon levier. Et pour terminer, donc il explique qu'il y a des machines créées il veut des machines pour changer les humains, pour influencer les croyances et comportements humains. Et je le cite, des changements positifs dans de nombreux domaines, notamment la santé, les affaires, la sécurité et l'éducation, qui sont des domaines qu'on retrouve déjà dans la Rand Corporation, qui est le think tank principal de Tavistock aujourd'hui, et qui pénètre vraiment toutes les sphères de la vie de la politique américaine, vraiment surtout. Oui, c'est un des plus importants avec la Brookings. Il y a le Cato Institute aussi, si je ne me trompe pas, dans un autre domaine, qui n'est pas une émanation de Tavistock d'ailleurs, mais qui fait partie des laboratoires d'idées, comme on dit là-bas, ou des réservoirs de pensée qui sont très influents. À propos de conspi dont on parlait tout à l'heure, j'avais lu sur internet, je ne sais pas, qu'il y a un site qui s'appelle Godlike Productions, qui est un forum bien conspi américain, et ce serait Tavistock qui serait derrière. Puisque il y a certains membres qui ont émis des critiques de Tavistock dessus, et sur ce forum on dit du bien de Tavistock, et ceux qui ont un peu trop critiqué se sont fait bannir leur IP directement. Voilà. Et ça rejoint un peu ce que dit Laurent Glosy d'ailleurs, puisque pour lui c'est assez crédible. Il explique qu'il y a ces gens qui croient à l'ufologie, qui parlent d'ufologie, de vision ufologique, et pour lui ce serait un espèce de maquillage de tous les programmes, même qu'à Monarque. Il y a des gens qui auraient entendu des voix après s'être fait enlever par des extraterrestres, qui se seraient fait opérer, et chez qui on aurait retiré une micropuce dans le crâne. Bon. C'est qui ce monsieur Blasi? Glosy? Non, Laurent Blasi. Laurent Glosy, j'ai lu que ça de lui. Je sais qu'il a écrit des bouquins sur vraiment sur différents thèmes. C'est sûr que ses interventions vidéo, il semble un peu farfelu, un peu excentrique, mais ce n'est pas pour ça que ses travaux sont achetés à la poubelle. Loin s'en faut. Il y a un vrai travail, parfois en profondeur. J'ai lu plusieurs choses de lui. Il y a quand même une vraie recherche sérieuse. Ouais. Alors effectivement, il faut évacuer le côté, comme je disais, un peu, on va dire folklorique du personnage, quoi. Moi, quand on parle d'ufologie, je suis désolé, je peux pas m'en empêcher, faut que je la place. J'ai une pensée pour Jean-Claude Bourret. Ah oui. Un grand monsieur. Un grand monsieur. Thibaut, vous ne connaissez pas Jean-Claude Bourret? Non, mais je fais pas dans l'ufologie. Non, mais parce qu'on parlait d'ufologie, et voilà. Et vous connaissez pas Jean-Claude Bourret? Je pense à Jacques Pradel aussi, et à Roswell. Et encore mieux, le bêtisier de Roswell vu par les guignols de l'info. C'est un grand moment, ça aussi. As-tu lu Anton Parks? Je la fais à tout le monde, donc as-tu lu Anton Parks? Non, bah honte à toi, et puis pour l'éternité. Ouais. Par contre, moi je voulais revenir sur les jeux vidéo, parce que tout à l'heure vous avez parlé, Thibaut, des jeux vidéo, alors bon, années 60, 70, etc. Mais aujourd'hui, parce que alors moi je connais pas spécialement ce monde du jeu vidéo, mais quand on voit, j'ai des enfants, les mômes sont accros aux jeux vidéo. Il n'y a pas que les mômes d'ailleurs. Alors, on est d'accord, mais justement, est-ce que vous avez un peu creusé de ce côté-là? Vous avez quelque chose à dire sur les jeux vidéo d'aujourd'hui? À quel niveau? Non, juste en voyant, je me rappelle que par exemple, quand j'ai fait le premier GTA, quand j'étais beaucoup plus jeune, que ça remonte, avec tous ces graphismes pourris vus d'en haut. C'est quoi un GTA? GTA Grand Theft Auto. Là où on fait du carjacking, où on tue pas mal de monde, voilà. Il a fait scandale. Aujourd'hui, les publicités pour chaque GTA sont énormes dans le métro. Voilà. Ouais. Et qu'est-ce qui est promis dans GTA, c'est vraiment le culte de l'ultra-violence, parce qu'il s'inscrit dans les théories de Francfort, l'école de Francfort, de la lutte, voilà. C'est-à-dire la non-soumission à l'autorité, donc la liberté de faire soi-même ce qu'on veut. La personnalité autoritaire. La non-soumission à la personnalité autoritaire. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et non, en fait, j'ai pas creusé. On pourrait voir qui y a derrière. Ça pourrait être intéressant de voir qui y a derrière certaines sociétés de jeux vidéo. Parce que aujourd'hui, c'est jeux vidéo, c'est du pognon et de l'influence, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je posais cette question. Je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire ça dépend. Du divertissement aujourd'hui. Mais ça dépend. Je pense que
Ça dépend. Est-ce qu'on voit, est-ce que c'est l'économie qui domine, est-ce que c'est le politique, est-ce que c'est l'ésotérique? Il y a tous les symboles, les symboles. Moi, je pense qu'en fait, allez, il y a avec plein de je guillemets pense qu'en fait, Illuminati dans les jeux GTA. il n'y a pas à choisir, quoi. En fait, il y a les trois, tout simplement. Ouais, les trois, L'argent, ouais, l'influence politique, Moyen de faire un billet, ouais. l'ésotérisme, le conditionnement, enfin, tout est lié, enfin. Mais je ils se voudrais- cachent même plus, hein. Tu Je regardes les voudrais faire Assassin's juste Creed. préciser un élément en revenant au tout début de l'émission. Donc, comme nous l'avons dit, en fait, la clinique Tavistock a été créée au tout début des années 20. Mais tu parlais de son influence dès 1913. Donc moi, quand je pense à 1913, comme beaucoup de gens et d'auditeurs de Méridien Zéro, je pense à la création de la Fédérale Réserve. Donc est-ce qu'il y a un lien, selon toi? Oui, et si oui, comment? C'est même pas selon moi, c'est ce qu'explique John Coleman. Voilà, il explique que oui, il y a eu de l'influence, que si cette Donc, c'était avant même la création de la clinique, donc. Ouais, mais ensuite alors sur Wellington House, et là je suis partagé sur tu vas sur la fiche Wikipédia anglaise sur Wellington House, il dit que ça a été créé courant 1914 et Coleman dit que ça a été créé en 1913 et les gens qui le reprennent disent que ça a été créé en 1913, donc je sais pas trop, mais ils disent que s'il y avait pas eu le Federal Reserve Act, Wilson n'aura jamais pu déclarer la guerre, il aura jamais eu le pognon pour le faire. Coleman explique que mais je me demande s'il était pas déjà dit par Mullins dans les secrets de la réserve fédérale, mais je m'en rappelle plus, que le Federal Reserve Act était passé dans les mains de Edward Mandell House et d'un Warburg, je crois que c'est Warburg en Angleterre, avant de venir dans ses mains. Donc oui, il y a un lien avec le Federal Reserve Act, ouais, tout à fait. Très bien. Et attends, on peut peut-être finir par contre sur le boulevard de la mort. Voilà, c'est Alors, Boulevard de la Mort, c'est un film. ouais, c'est un film, mais comme on le disait déjà avec Sucker Punch ou avec pas mal de vidéos ou même d'autres films, on parlait Co-réalisé, si je Vidéodrome. être exact, par Rodriguez et Tarantino, je crois. Ouais, c'est ça. Et ou non, je crois pas que c'était co-réalisé puisque c'était Bah, pour moi, c'est du Tarantino. Hein. ouais, c'est Tarantino. Je crois que Rodriguez, c'est Planète Je crois que Terreur. Rodriguez a dû... Voilà, Rodriguez fait Planète Terreur, ouais. Mais il me semble même que Rodriguez doit faire une scène de réalisation, puisqu'à chaque fois ils ont l'habitude de faire ça. Je crois que Sin City, Rodriguez a réalisé et Tarantino a réalisé une scène dans le premier Sin City. Mais là, j'invente rien. Là, j'ai rien analysé là-dessus. J'ai vu une vidéo qui il y a une chaîne sur Dailymotion qui s'appelle Jean Burgermeister, donc qui fait toutes ces vidéos de démystification de clips MK Monarch, qui fait notamment sur les sportifs qui sont sous MK Monarch aussi, comme Tiger Woods, Serena Williams. C'est une vidéo qui était pas mal du tout là-dessus et qui analysait justement Boulevard de la Mort, Tarantino et le MK Monarch, qui rappelait qu'il y a cette petite nana qui fait la lap dance à Kurt Russell, qui s'appelle Butterfly. Oui, donc le papillon. Et ce qui est intéressant, c'est que le mot qui doit lui citer, le mot marque, qu'il a, enfin le trigger justement, le déclencheur, si on veut prendre le vocabulaire MK, c'est exactement le même que celui qu'utilisait Donald Pleasence pour activer les soldats MK dans le film Un espion de trop avec Charles Bronson en 77. Voilà. Donc c'est vraiment une référence explicite de Tarantino. Voilà. Exemple assez courant d'une personne qui s'est déclarée victime d'un mind control, c'est Sirhan Sirhan, l'assassin de Bobby Kennedy, qui a dit lui-même ne plus avoir aucun souvenir des 10 minutes qui ont précédé les tirs et les 10 minutes qui ont suivi. Trou noir complet. Et d'après certains, en fait, il a sûrement été un... Enfin, ça, évidemment, c'est quasiment... Parce que j'ai envie de dire, je m'en souviens plus, chef, j'ai pas fait exprès, Voilà, c'est une excuse Non, un peu facile évidemment, quand même. C'est quasiment impossible de... C'est évidemment quasiment... Voilà, c'est quasiment... Avec Breivik? Ouais. Ah bon? Non, je sais pas suivi, là. Non, pour Breivik, j'ai pas vu non plus, mais admettons. En tout cas, c'est quasiment impossible de prouver, évidemment, que ce fut le cas. Mais ce qui est intéressant, c'est que Sirhan Sirhan n'avait aucune raison finalement d'assassiner Robert Kennedy. On n'a pas trouvé de connexion avec telle ou telle personne, tel ou tel milieu pour qu'il aille descendre Bobby Kennedy. Alors, par contre, donc bon. Par contre, sur le frère John Kennedy, je sais que, alors là bon, même s'il met des guillemets sur des pages, c'est carrément du plagiat de Daniel Estulin. Il cite un livre qui s'appelle, je crois que tu m'avais dit, qui s'appelait King Kill 33 parce que j'avais oublié le titre.
ou Dallas 33 ou Kill Kill 33, je sais plus, il analyse tout l'itinéraire de Kennedy, tout son chemin, il renvoie à tous les symboles maçonniques auxquels ça renvoie, et tout se tient mais de manière vraiment hallucinante dessus. Et ensuite, pour revenir sur ce qu'on disait sur Aurora, le gamin qui a fait ça, c'était dans la salle de projection de Batman, ne se rappelait de rien ensuite. Et bizarrement, son père, qui devait témoigner dans une grosse affaire de conflit d'intérêts, s'est rétracté après cette histoire. Voilà. C'est lors de la tuerie de Newton, c'est ça? Moi, c'était Aurora. Je me rappelle pas si Newton c'était le même. Parce que il y en a eu plusieurs, comme il y en a eu plusieurs qui sont succédés. Il y a eu Tucson, Newton et Aurora. Effectivement, dans les plusieurs cas, plusieurs fois, des gens ont dit ne pas avoir de souvenirs. Non, mais ça disons que ça c'est à mon avis un autre. Phénomène, Non, c'est même pas un autre phénomène, c'est un autre, c'est des autres false flags, faux drapeaux de Tavistock, tout simplement pour supprimer le deuxième amendement. Voilà, le droit de porter une arme. Ce qui est régulièrement avancé, voilà. D'ailleurs, même pour Sandy Hook, je crois que alors c'était incroyable, c'est des mecs qui avaient retrouvé ça. Il y a Sandy Hook qu'on retrouve donc là où a lieu la tuerie. Certains ont retrouvé le nom dans le Dark Knight, je crois, de Nolan. Alors je sais plus si c'est le Dark Knight Rises ou le premier Dark Knight, mais c'est incroyable. Voilà, on se dit, quand même, je veux bien la simple coïncidence ou je veux bien passer pour farfelu, mais là c'était quand même assez impressionnant. Faudrait que je retrouve le lien et je le mettrai pour les auditeurs de MZ. Alors, je pense d'ailleurs que Thibaut, vous avez du travail qui vous attend parce que avec tout ce qu'on a proposé à nos auditeurs comme référence, l'ami Romégas va s'amuser à mettre ça sur le blog. Hein. Donc, Maurice, Thibaut, il y a du boulot. Faut envoyer vos références à l'ami Jean-Louis et notre cher Jean-Louis aura la joie de nous mettre ça sur le blog de Méridien Zéro. C'est pas moi, je suis au courant de rien. D'ailleurs, j'étais pas là. Simplement. Non, je vais mettre tout ce dont je me suis servi, source ouverte, je le mettrai, ouais. Je vais essayer de mettre chronologiquement, les ouvrages. De toute façon, sur Tavistock, il y en a que deux. Il y a celui de Coleman que je vais mettre en PDF, puisqu'il est disponible en anglais, en format PDF sur Internet. Et celui-là, il l'a fait qu'en espagnol. Je sais pas si c'est lui la vidéo que vous m'aviez envoyée pour préparer cette émission là, non? Non, en fait la vidéo, je crois que c'était dans le concours InfoWar, donc je sais pas si c'est en rapport avec ce que fait Alex Jones, mais c'était c'est sur lequel il y a beaucoup à dire aussi d'ailleurs, Alex Jones. Sionard. Il y a c'est quelqu'un qui a fait ce documentaire, mais qui a repris énormément de sources, de ce que dit Daniel Estulin. D'ailleurs, le documentaire est hispanophone et Daniel Estulin a écrit le bouquin en espagnol. Mais il cite pas Estulin une seule fois, il aurait pu le faire, le mec quand même. Mais ça a beaucoup servi. Mais voilà. Ok. Eh bien, messieurs, je crois qu'il va être l'heure de conclure. Alors, c'est dommage parce que je suis en train de me dire qu'on a passé 2 pauses musicales. On en avait une 3e en stock. Qu'est-ce qu'on en fait, messieurs? On décide de la passer sur les dernières minutes de l'émission ou pas? C'est vous qui voyez, hein? C'est pour Thibaut. Thibaut, il tenait beaucoup. Thibaut, il tenait beaucoup. Si on la passe pas, j'interdis formellement de passer l'émission sur Méridien Zéro. Donc voilà, là du coup, oui, je prends en otage. Alors par contre, merde, elle passe à la fin, donc ils peuvent arrêter. Écoutez, c'est simple. Hein, il nous reste 6 minutes. Alors vous avez, allez, 1 minute 30, Thibaut, pour nous expliquer ce que vous nous faites écouter derrière, et ça sera pourquoi, et ça sera la chanson de la fin. Je vous en prie, à vous, Thibaut. Ça va être le monarque du XXIe siècle, donc Lady Gaga, évidemment. Donc, bon, on a hésité avec Maurice entre Bad Romance et Born This Way. On a pris Born This Way puisque c'est une chanson dont les paroles sont bien antiracistes, bien pro-métissage. Gender Theory aussi. Ouais, Gender Theory, tout ça. Et, Bad Romance, il y a une démystification qui est disponible sur Dailymotion ou YouTube, qui est pas mal du tout. Là, ça sera à l'auditeur de se faire son avis et puis éventuellement de visionner le clip pour voir tout ce qu'il y a de tavistockien derrière. Et pour ceux qui s'intéressent au transhumanisme et qui en ont déjà entendu parler, notamment par Lucien Cerise, il y a un personnage donc qu'elle a inventé, qu'elle a créé toute pièce, qui s'appelle Mother Monster, donc qui est vraiment une ode au transhumanisme. Et là, il y a même une scène complètement incroyable dans un des clips, je ne sais plus lequel exactement d'ailleurs, où on assiste à un accouchement en fait d'un post-humain. Voilà, une sorte de chimère. Ouais, avec un mélange d'exogénèse version Tavistock. Voilà, d'exogénèse. Enfin, c'est assez impressionnant, c'est à voir. Et
C'est assez abominable évidemment, mais c'est à étudier. Voilà, c'est à étudier. D'accord. Eh ben très bien. Merci messieurs en tous les cas de nous avoir éclairés. Merci Thibaut, merci Maurice. Chers auditeurs, j'imagine que vous en savez bien plus maintenant sur l'Institut Tavistock. Eh bien moi je vous dis encore merci pour votre soutien et à bientôt. Et comme on a l'habitude de le dire, à l'abordage. Et pas de quartier!